plus jamais, quoi. Tu sais quoi, c'était le dernier. C'est vrai ? Il est l'un des auteurs francophones les plus lus au monde. Joël Dicker est mon invité cette semaine. Plus tard, je veux écrire des livres. Il faut que je fasse un truc de ma vie où j'ai envie de bouffer du lion. Je veux faire des romans. C'est ma vie, quoi. Et de recevoir, livre après livre, les refus. Ah, pourquoi ? Et c'est un mélange de tristesse et de déception. Et en même temps, ce truc de dire, je vais y arriver, quoi. 12 millions de livres vendus, traduits dans plus de 40 langues, Joël Dicker est devenu le maître incontesté du roman à suspense. C'est pas des échecs. J'ai pavé la voie vers quelque chose. Et c'est comme ça que j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui sont les 6000 personnes qui ont acheté mon livre. Tu vois. Ma grand-mère, ça fait un. Tu vois, se maintenir au sommet, c'est d'une cruauté, c'est d'une difficulté. Les personnes les plus suivies sont celles qui vendent du rêve. Et c'est bien de rêver, c'est hyper important. Le problème, c'est qu'il faut rêver au bon endroit. Comment en est-il arrivé jusqu'ici ? Quel est son processus créatif ? Et surtout, quelles sont les failles de cet homme à qui tout semble réussir ? Travailler. Donc je crois que la vie est un sprint qui se finit jamais. Qu'est-ce que je veux vraiment ? Qu'est-ce que je fais vraiment ? Qui est-ce que je suis vraiment ? Quand est-ce que le destin t'a le plus ébranlé ? Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Joël Dicker. Bonjour Joël. Bonjour Louise. Comment vas-tu ? Ça va bien et toi ? Mais écoute, ça va très bien, parce que ce moment est enfin arrivé. Voilà, je te le disais, le moment où j'ai créé ma note, septembre 2022, pour te recevoir, Joël, sur ce podcast. Donc je suis très contente que ça se fasse. Je suis très heureux d'être là. Et je pense qu'il n'y a pas de coïncidence, parce que donc je lisais ton dernier livre, Un animal sauvage, qui sort le 27 février chez Rosie Wolf, ta maison d'édition, et j'ouvre la première page, et que vois-je ? C'est donc l'histoire d'un braquage, on y reviendra, qui a lieu. Tu avais vraiment 365 possibilités, et tu as choisi de le faire le jour de mon anniversaire. Mais évidemment, c'était prévu. Bah, donc tu vois. Joyeux anniversaire. Mais le merci, 2 juillet. Alors. Le 2 juillet. Ah oui. Donc le 2 juillet 2022, le jour de ce braquage, j'avais 25 ans. Tu es né en 2022, bravo. Je grandis vite. Tu grandis très vite. Donc c'était mes 25 ans. Et donc 2 événements importants, hein, vu que toi c'est littéralement l'intrigue de ton dernier livre, et donc mon anniversaire. Voilà, donc très longue digression, mais nous sommes là pour parler de toi, Joël. Nous sommes là pour parler de ce que tu fais, de ce qui t'anime, de ce qui t'inspire. Mais avant tout ça, la première question que je pose à tous mes invités, c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent. Bonjour, je m'appelle Joël Dicker, je suis suisse, j'ai 38 ans. Je suis écrivain. Et voilà. C'est déjà pas mal. C'est un bon début. Est-ce que tu te souviens la première fois où tu t'es dit, plus tard, je veux écrire des livres ? Non, je me disais, c'est marrant que je me présente comme écrivain. Enfin, quand on se présente, c'est vrai qu'on a cette tendance à se présenter par son travail. Ouais. Comme si le travail nous définissait plus que quelque chose d'autre. Je sais pas, je pourrais dire, je suis heureux ou malheureux ou stressé. Et je pourrais définir ce que je suis maintenant, en ce moment, ce que je ressens ou ce que je ressens ces derniers mois. Bah alors fais-le. C'est ton moment là, Joël. Non, mais c'est une bonne question parce que je pense qu'on ne se la pose pas assez. Tu vois, on est tellement occupé à se raconter soi dans le regard de l'autre, de ce qu'on fait, de ce qu'on est par rapport aux autres, et pas par rapport à soi. Donc on va la refaire. Donc je m'appelle toujours Joël, ça va pas changer. J'ai 38 ans, ça c'est important parce que ça me situe dans le temps et dans ma génération. Je suis suisse, c'est important aussi parce que ça me donne une identité un peu plus claire, qui je suis et d'où je viens. Je suis dans une phase de ma vie où je me rends compte que la vie est courte. Et sans drame, hein, sans tragédie, mais c'est ce qui me définit le plus que de savoir si je suis écrivain, si j'écris des livres, ou ce que je fais dans le quotidien. Je crois que ce qui m'occupe quand je me lève le matin et quand je me couche, c'est vraiment de savoir si j'ai fait une différence aujourd'hui pour moi ou pour quelqu'un d'autre, très modestement. Hein. Mais qu'est-ce qu'on fout ici ? Et qu'est-ce qui nous attend ? Je me demande souvent ce qui sera dans un monde d'images et de rapport aux autres. Qu'est-ce qui nous arrive quand on est au crépuscule de notre vie ? Et je le dis sans c'est ni dark, ni triste, ni rien, mais je me dis, c'est un truc, c'est qu'à un moment donné, la fin va être la même pour nous tous. On meurt, c'est pas très grave, c'est comme ça, c'est un fait. Et je me dis, mais on a cette info qui est quand même primordiale. Et la question à se poser, je crois, hein, ça n'engage que moi en tout cas, c'est quand même de se dire, au crépuscule de ma vie, quand je sais qu'il me reste plus que quelques instants et que je serai en train de me regarder dans le miroir, seul face à moi, est-ce que je vais vraiment me dire, ouais, putain, j'étais écrivain, ou j'ai vendu plein de bouquins, ou j'ai été ci, ou j'ai été ça, ou est-ce que je vais me dire, qu'est-ce que je laisse vraiment ? Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai été aimé ? Quelle est la vraie trace que je laisse, au-delà du succès ou de choses comme ça ? Quelle trace je laisse de ceux qui m'ont vraiment connu ? Et c'est ça qui m'obsède. Ou ça qui m'obsède. C'est ça qui me... Pas qui me travaille, parce que c'est pas... qui te questionne. C'est pas une angoisse qui me questionne. Qui est plutôt mon marqueur dans la journée.
C'est un sujet hyper intéressant et que je me pose aussi beaucoup. Et pour l'instant, la réflexion que j'ai par rapport à ça, c'est que malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a un différentiel entre l'histoire qu'on se raconte et l'histoire qu'on veut se raconter. Si on prend l'exemple, vu qu'on écrit tous les deux, tu vois, après avoir écrit mon premier livre, vu que moi c'était mon plus grand rêve d'écrire, je disais, tu vois, à mon entourage, honnêtement, qui marche ou qui marche pas, j'ai tellement aimé l'écrire, j'ai tellement aimé le processus, j'ai vraiment tout aimé dans le fait d'écrire, que peu importe. Et j'avais lu ça notamment d'Elizabeth Gilbert, tu vois, qui disait dans Comme par magie, en fait, t'écris ton livre et après, c'est entre guillemets l'univers qui décide ce qui doit en être, mais ça remet pas en question, toi, le plaisir que t'as pris. Et finalement, le marqueur le plus important, c'est celui-ci. Mais la vérité, c'est qu'on a un ego qu'on ne choisit pas forcément et que bien sûr, que si jamais personne l'avait acheté, je pense que ça m'aurait atteint. Et que, évidemment, le fait que là, des gens m'arrêtent dans la rue pour me dire « ton livre m'a vachement aidé, je l'ai offert à ma mère, machin », bah, ça me fait vachement plaisir. Oui, mais en fait, il y a 3 sujets là. Ce podcast va durer 45 heures. Voilà. Non, en fait, je vais essayer de rebondir sur le dernier point. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas perdre de vue qu'on doit faire les choses pour nous-mêmes. Et on a tendance à l'oublier, et moi le premier, ce n'est pas une leçon de morale, on a tendance à l'oublier parce qu'on est tellement obsédé par la validation par les autres. C'est ce qu'on fait toute la journée sur Instagram, sur les réseaux sociaux. On est toujours très attentif de savoir ce que les autres vont penser. Vont penser de nous, vont penser de ce qu'on est, vont penser de ce qu'on fait. Et on oublie qu'on a quelque chose en nous, quand on est, on a un don, on a quelque chose d'hyper important, plus qu'important. On a un don incroyable qu'on possède tous, c'est l'instinct. Et l'instinct, qu'est-ce que c'est ? C'est cette capacité à nous mouvoir pour nous-mêmes et pour ce qui est bien pour nous. Et l'instinct, c'est ce que, je sais pas, quand tu penses à ce que les animaux ont comme instinct, quand tu imagines que les tortues de mer sont capables de naître sur une plage, elles vont partir dans la mer pendant 20 ans, elles vont revenir 20 ans après sur la plage où elles sont nées. Tout ça, c'est leur instinct. On a ce même instinct. Sauf qu'on l'a bébé quand on est, notre instinct est à 100%. C'est comme ça qu'on survit aussi, comme bébé. Et puis, on se confronte au regard de l'autre. Et plus on se confronte au regard de l'autre, plus notre instinct baisse. Parce qu'on attend la validation de ce qu'on fait par les autres. Et à chaque fois qu'on fait ça, on se prive de cette capacité, de cette force incroyable qu'on a en nous, de savoir ce qui est bien pour nous. L'instinct, c'est difficile parce qu'on a 2 énergies, enfin, on a deux choses en nous dont il n'est pas toujours simple de savoir laquelle est laquelle, c'est l'instinct et la peur. Je ne vais pas faire ça. Mais attends, pourquoi ? Parce que mon instinct me dit c'est une connerie, c'est dangereux, c'est pas le bon chemin. Ou bien je ne vais pas faire ça parce que j'ai peur de le faire, de ce que ça représente comme sacrifice, comme travail, de ce que les autres vont penser. Et quand on arrive, et c'est difficile, mais si on arrive à faire ce travail sur soi et d'arriver à faire la différence entre son instinct et sa peur, et d'arriver à se laisser guider par son instinct, on avance très vite. Ou on avance dans la bonne direction, qui est la bonne direction pour soi. Et je dis ça, c'est une digression ou pas, parce que tu parlais de l'écriture. Et moi, dans l'écriture, il y a eu vraiment une découverte de mon travail qui rejoint exactement ce que tu dis, mais que je différencierais en 2 phases. Tu disais avant, j'ai envie d'écrire, et c'est ça qui me plaît, et peu importe que le livre se vende ou se vende pas, je le fais pour moi. Et puis après, tu dis, et en même temps, quand le livre marche bien, et que les gens le lisent, et que j'ai des retours sur le livre, ça fait plaisir, évidemment. Mais tu as raison, mais c'est 2 phases très différentes. Et moi, je l'ai compris parce que quand j'ai commencé à écrire, enfin, j'ai toujours écrit, mais à un moment donné dans ma vie, j'ai commencé vers l'âge de 19 ou 20 ans à me dire, mais en fait, je veux faire des romans, je veux écrire vraiment, c'est ma vie, quoi. Et j'ai commencé à écrire dans un seul but, que mes livres paraissent. Ça m'a pris du temps de me rendre compte de ça, mais j'ai écrit avec une forme de conditionnement dans mon travail, de me dire, il faut que ce que je fasse soit dans un format et une façon de faire, et peut-être une taille de livre, et des sujets et des personnages, de façon à ce que ça puisse plaire à un éditeur et que le livre paraisse, parce que la finalité, c'est ce que je croyais, la finalité, c'est que le livre paraisse, c'est ça le succès, c'est la parution de ce livre, à tout prix, le livre doit paraître. Et je me suis rendu compte, à force d'écrire des livres, et que je les envoie à des éditeurs, à tous les éditeurs possibles et imaginables, et de recevoir livre après livre les refus, j'ai compris qu'en fait, ce travail de l'écriture, et j'ai compris d'autant plus avec le succès ensuite, il se divise vraiment en 2 parties, mais dont tu parlais bien. La première partie, c'est le rapport à soi. En fait, l'écriture du livre, c'est 2-3 ans de travail, tout seul, 12 heures par jour.
Et en fait, ça, il faut qu'il y ait quelque chose pour toi. Le succès du livre, de la partie 1 du livre, c'est-à-dire jusqu'à la parution, c'est le plaisir qu'on a. Pourquoi ? Parce que ce plaisir à écrire un livre, que ce livre soit lu par 10 personnes ou 10 millions de personnes, ce plaisir, il est à nous. Ce plaisir, c'est quelque chose qui nous appartient et que personne ne pourra nous prendre. Et ce plaisir, il a validé ce temps-là. Et ça en revient à dire, qu'est-ce qu'on a fait de notre vie ? Qu'est-ce qu'on a fait de notre temps ? En fait, on a fait un truc qui nous a fait plaisir, qui nous a fait du bien, on a fait quelque chose pour nous. Et ça, c'est la première étape. Après, quand le livre paraît, il y a une deuxième phase qui n'est pas entre nos mains, c'est le succès. Le succès, il dépend de plein de choses. Il dépend un peu du livre, oui, mais il dépend des journalistes, des lecteurs, des médias, de ce qui se passe dans le monde. Ça, je me souviens, quand au début de l'apparition de Harry Kéber, donc on est en 2012, le premier tirage du livre, c'est 6000 exemplaires. Et déjà, je suis en train de me dire, mais qui sont les 6000 personnes qui vont acheter mon livre, tu vois, parce que ma grand-mère, ça fait un, tu vois, mes cousins. J'étais mes cousins. On a un article dans le Figaro littéraire, et dont mon éditeur me parle en me disant, Joël, c'est génial, le Figaro littéraire va parler du livre, et l'article est très très bon, et en plus il y aura en couverture une accroche qui mentionne ça, ça va être super pour le livre. Et le jeudi de la parution, je me réveille hyper excité en me disant voilà. Et ça, c'est des éléments hyper importants pour ton livre, pour te faire connaître, pour avoir un peu de succès, etc. Et je me réveille hyper excité en me disant c'est le jour, le Figaro, etc. Je vais au kiosque à Genève et je demande le Figaro, et on me dit bah non, je l'ai pas. Je vais dans un deuxième kiosque, on me dit bah non, je l'ai pas. Je dis bah, qu'est-ce que c'est cette histoire? Donc je vais en France, là, Genève est vraiment à côté, hein, donc je vais en France, je fais les kiosques, je vais dans un kiosque en disant le Figaro, il me dit non, on n'a pas, je dis comme ça, je vais dans un deuxième kiosque, est-ce que je pourrais avoir le Figaro, s'il vous plaît? Vous vous rendez pas compte, il y a mon article dedans. Et la kiosquière, elle me regarde et me dit, mais monsieur, c'est la grève aujourd'hui, les distributeurs de journaux sont en grève, il n'y a pas de Figaro. Et c'est pour dire que le succès par les autres, le succès dans le regard des autres, le succès commercial, le succès critique. Donc tout ce qui ne dépend pas de toi, il ne dépend pas de toi. Et tu peux rien faire contre ça. Tu peux pas lutter, tu peux pas le créer, t'as pas moyen d'avoir une inflexion sur ça. Tu dois accepter. Ça sera comme ce sera. Et il faut accepter que le destin, c'est la définition même du destin. Peut-être qu'on est dans un monde où on l'oublie un peu. Le destin a pour mission de nous faire chanceler, tomber, déséquilibrer. Je crois que c'est Shakespeare qui disait « L'expérience, c'est la somme de nos échecs ». Et on a oublié qu'on se construit comme ça, qu'on va se construire par toutes les difficultés, par les erreurs, par les regrets, par les deuils, mais qui nous feront apprendre quelque chose. Il y a énormément de points que j'ai envie d'aborder avec toi. Mais ce qui m'a le plus interpellée, c'est ta distinction et ton rappel que l'instinct joue un énorme rôle dans nos vies. Comment est-ce que toi, tu fais pour le travailler, pour le nourrir, et justement pour pas qu'il soit happé par le devoir ? Je m'isole beaucoup, je visualise beaucoup. Quand je dis que je m'isole, c'est aussi, c'est pas seulement physiquement, c'est pas que je pars 6 mois à la montagne, tout ça, mais c'est que j'ai beaucoup travaillé sur la capacité à faire abstraction de ce qui m'entoure. C'est d'autant plus étrange parce que quand t'as du succès, t'as cette espèce de maladie très étrange qui fait que les gens savent qui tu es. Et au début, c'est difficile. Ça a été le début pour moi. C'est marrant parce que quand on m'interpellait dans la rue, on me disait « Hé Joël, tu te retournes ». Parce qu'en principe, dans la normalité des choses, quand on t'interpelle dans la rue et qu'on t'appelle « Hé Louise » ou « Hé Joël », pour 99% des gens, c'est quelqu'un que tu connais. Donc tu te retournes en t'attendant à voir quelqu'un que tu connais. Et qu'est-ce qui se passe quand on t'appelle dans la rue et que tu te retournes et que tu vois pas la personne, tu sais pas qui c'est? Tu as cette espèce de panique de dire je suis pas très poli là, c'est qui? Et tu as le cerveau qui tourne en boucle en disant attends, c'est qui? Un collègue, le machin, le boulot, l'école, c'est qui? Et après cette personne se dit mais c'est moi, Jean-Jacques de ce moment, tu dis ah oui Jean-Jacques, et ça leur met. Sauf que quand on te connaît, mais que toi tu connais pas les autres, au début c'est hyper déstabilisant. Parce que tu essaies de comprendre, tu dis mais qui c'est? Puis tu dis non mais j'aime vos livres, etc. Tu dis ah en fait il me connaît pas. Il sait qui je suis, mais moi, je ne le connais pas. Et ce rapport aux autres, il s'installe, et il crée un espèce de décalage entre toi, ta perception, les autres, qui n'est pas toujours simple. Et c'est pour ça qu'il faut arriver, en tout cas pour moi, après chacun le gère comme il veut et comme il peut, à faire abstraction de ça, à être capable de te retirer par rapport à toi-même et te dire mais qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je fais vraiment? Qui est-ce que je suis vraiment?
Et dans ça, la visualisation, pour moi, c'est hyper important. La visualisation des objectifs, la visualisation de la vie, la visualisation de ce que tu as envie de faire, de ce que tu as envie d'être, qui te permettent de te mettre en accord ou en raccord avec cet instinct, justement. Ce truc qui te dit, mais c'est ça le bon chemin. C'est ça le bon chemin, mais le bon chemin, c'est pour soi-même. Et qu'est-ce que tu visualises concrètement? Parce que moi, de l'extérieur, je me dis, bon, à part visualiser le fait que ton livre, l'écriture se passe comme tu veux et qu'ensuite il trouve son public, tu vois, à quelle fréquence tu visualises? Dans quel moment? Est-ce que tu as des façons de visualiser? À quelle fréquence? Tous les jours. Après, le sport, c'est un bon moment pour ça. Parce que, en fait, pour visualiser, après, nous, c'est très personnel et chacun fait comme il a envie. Hein. Mais je trouve que pour visualiser, il faut arriver à se défaire de tout le parasitage, notamment du téléphone, des réseaux sociaux, de ce qui nous empêche. Tu sais, on a toujours ce téléphone, enfin, en tout cas moi, mais je crois que je ne suis pas le seul, sur un coin de la table, à côté de nous. On va au restaurant, dîner avec des copains et on pose le téléphone devant nous. Alors, à moins que tu aies des enfants en bas âge et nounou que tu ne connais pas, où tu te dis, bon, il ne faut vraiment pas que je rate cet appel. Ça peut arriver. Hein, aussi, la beauté de ce téléphone, c'est de se dire, voilà, si on a besoin d'être joint maintenant pour une raison très importante et vitale, on peut le faire. Et je veux bien qu'on mette le téléphone devant soi, à côté de soi, pour être sûr de ne pas rater un appel parce qu'il y a vraiment quelque chose de très urgent ou à risque. Mais on a quand même pris ce parti de se dire, tu sais quoi, même quand je suis avec des gens en vrai, je vais me déconnecter ou je vais m'offrir la possibilité de me déconnecter. Et on est en train de perdre une autre capacité hyper importante, c'est la capacité à la concentration. Alors ça... On est de moins en moins capable de se concentrer. Et une des raisons pour lesquelles on est de moins en moins capable de se concentrer, c'est entre autres parce qu'on lit de moins en moins. Et la lecture est vraiment une étape vitale dans la construction de soi et dans la construction de notre cerveau. Et c'est pas le fait de lire. Alors évidemment, en plus, lire, c'est très agréable, ça peut te divertir, ça peut t'apprendre quelque chose. Quand on lit, on emmagasine. On a une culture générale qui grandit, c'est super, mais c'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment de l'effet physique de la lecture sur notre cerveau, la construction du cerveau dès la petite enfance. Pour les bébés, l'acte pour le bébé à qui on va lire une histoire. Même tes parents, t'es fatigué, ton enfant a 6 mois et tu penses qu'il piche que dalle, et tu lui montres un livre d'images et tu lui racontes quelque chose et tu lui racontes mal. Et ben même cet exercice-là de connexion avec ton enfant, mais surtout pour lui de voir des pages qui tournent et qui se retournent. Et cette idée qu'un livre, on peut aller en avant, en arrière, ça construit quelque chose de notre cerveau. Et on avance dans la vie, les années passent, et on a 5 ans, on a 10 ans, on a 15 ans, on a 20 ans, et à mesure qu'on lit, on développe des capacités, c'est celle de l'empathie, celle du sens critique, celle de l'analyse. En fait, la raison pour laquelle on peut être en démocratie aujourd'hui, dans une société où on se comprend, une société où on se respecte plus ou moins, c'est parce qu'on a lu. Et c'est parce que notre cerveau aujourd'hui est capable de dire, s'il y a un vote, je peux comprendre les enjeux de ce vote. On est capable de se déterminer, on est capable d'aller travailler, on est capable de visualiser, on est capable de faire face aux fake news qui nous envahissent. Mais tout ça, on l'a parce qu'on a lu. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant si on arrête de lire? Qu'est-ce qui se passe pour une génération, pour des générations qui arrivent et qui lisent de moins en moins? Mais je m'inclus dedans, ce n'est pas une leçon de morale. Hein. Je m'inclus dedans, je parlais de la concentration avant. Je suis de moins en moins capable de me concentrer. Je me surprends de plus en plus à regarder un film avec mon téléphone dans la main. Je me surprends de plus en plus à faire quelque chose et à m'interrompre parce que mon téléphone sonne ou parce que je me dis « Ah tiens, je vais checker mes mails qui m'ont rien demandé. » Je me dis « Ah tiens, je vais checker mon Instagram qui m'a rien demandé. » Laissons tranquilles tous ces pauvres gens sur les réseaux sociaux qu'on aura le temps de voir après. On a perdu ce truc et on se fait du mal. Et je crois qu'on ne prend pas la mesure du mal qu'on est en train de se faire. Comment tu luttes contre ça? Contre ce champ de l'attention qui est de plus en plus réduit et de plus en plus sollicité? Je m'engueule moi-même. Non, déjà, j'essaie de poser le téléphone loin de moi. Je ne dors pas avec. Hyper important. Mais ça a changé quelque chose. Le fait de passer l'étape de ton téléphone être à côté de toi sur ta table de nuit, tu vas forcément, avant de t'endormir, encore regarder, encore scroller, encore regarder. Si tu lis un livre ou si tu regardes un film, tu vas le regarder, tu vas le prendre avec toi et tu vas faire 2 trucs en même temps et tu ne suis pas ton film. Et c'est pas possible. En fait, on se fait du mal. Si tu veux, en même temps, alors picole à mort et fume à mort et fait plein de trucs parce que c'est la même chose. Tu sais, en fait, au restaurant, moi, quand je vois des enfants, ou même récemment, j'ai vu un enfant dans une poussette avec des parents et les parents lui avaient mis un écran pendant qu'il marchait. Et en fait, dans ces situations-là,
on leur ferait pas plus de mal si on leur donnait un verre de vin ou une clope. Mais si tu vas au restaurant et que tu vois des enfants avec qui les parents disent tiens, on va leur filer un peu de Valium et un bon verre de vin, comme ça ils ne nous font pas trop chier pendant qu'on mange, tu serais très choqué. Si tu vois des enfants à qui on met un écran à table ou dans une poussette, comme j'ai pu voir, on n'est pas choqué. Et c'est ça le problème, c'est qu'on est en train de perdre complètement la conscience ou on est en train de perdre complètement de vue le danger que les écrans créent pour nous. Et donc, pour revenir à ta question, ce que moi je fais, donc j'ai pas de téléphone quand je dors, je le mets dans la cuisine, et là déjà je gagne un temps de vie incroyable. Je lis plus, je me concentre plus, je regarde des films en entier, sans perdre de fil ou sans perdre le fil. J'essaye de m'astreindre à de la lecture. Alors, je lis en général pas mal, mais il y a vraiment des phases de ma vie où j'ai pas le temps et où je lis moins. Et là, je me dis, mais en fait, c'est 10 minutes de lecture. On oublie que lire, c'est quelque chose qui doit être très facile, qui doit être tout de suite, immédiat, qui peut prendre 5 minutes par-ci ou 5 minutes par-là. On a l'impression que lire, ça doit être chiant. On se dit, bon, alors, pour être lecteur, je dois bloquer tous mes mardis soirs, et je vais m'asseoir dans mon fauteuil pendant 3 heures, lire un livre hyper chiant, ne pas toucher à mon téléphone, et c'est ça lire. Non, lire, c'est avoir un livre dans son sac, dans sa poche. Et quand on est dans le métro, quand on est dans le bus, quand on est chez les médecins et qu'on attend et est toujours en retard, quand on a une pause au bureau, je ne sais pas, c'est prendre ce livre et lire 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là. Et ne serait-ce que cet effort-là, qui au début est un effort si on n'a pas cette habitude, et je mets au défi ceux qui nous écoutent de faire ce petit défi pour 15 jours. Allez, prenez 15 jours de votre vie, et pendant 15 jours de votre vie, un trajet sur 2 pour aller au lycée, au boulot, vous faites un trajet, vous faites Instagram, vos trucs, vos mails, tout ce que vous voulez, et l'autre trajet, vous lisez. Je vous mets au défi que vous faites ça pendant 15 jours. Vous allez avoir tellement de plaisir à lire. Vous allez vous dire, mais en fait, c'est génial. En fait, quelque chose se passe. C'est la lecture. Quelque chose se passe en vous, dans votre tête. En fait, c'est très simple. Le cerveau est à la recherche de divertissement toute la journée. Quand vous regardez une série, quand vous regardez votre téléphone, vous êtes en train de recevoir un divertissement qui ne vous demande aucun effort. Quand vous lisez, votre cerveau fait un effort. Et le résultat, c'est que quand vous avez lu, vous vous sentez hyper bien. Et je sais que vous avez tous vécu, et moi le premier, ces moments où vous avez passé un certain temps sur votre téléphone, à regarder, vous savez pas très bien quoi, à regarder en boucle les mêmes trucs, à regarder en boucle Instagram, à regarder en boucle vos mails, et vous sortez de là, vous vous sentez un peu débile, vous vous sentez abruti. Oui, parce que votre cerveau, en fait, il a juste épongé des informations dont vous vous souvenez même plus. Et au lieu de ça, ce temps-là, vous le mettez à profit pour lire. Vous allez dire, waouh, mais c'est trop bien, en fait. C'est fou de lire, c'est fort. Et c'est ce qu'il faut faire. Et tu touches à un sujet tellement sous-coté, j'ai envie de dire, qui est la capacité qu'on a tous de muscler les parties de notre cerveau qu'on veut muscler. Le problème étant que d'un côté, il y a la facilité qui prend de plus en plus de place dans nos vies parce que finalement, elle est à portée de main. Où en effet, c'est beaucoup plus facile d'être dans le métro, de regarder, de scroller sur TikTok ou Insta et d'avoir ce rush de dopamine. Mais tout comme le faire encore et encore, c'est un muscle. Par exemple, prendre le réflexe, et tu sais quoi, moi je vais me faire ce défi-là, quand je regarde une série le soir, de pas avoir mon téléphone à côté, parce que même si au début j'aurais très certainement ces espèces de réflexes de « Ah tiens, j'ai envie de prendre mon tel là, je sais pas, il y a un petit creux », en plus moi je multitask énormément, donc tu vois, c'est vraiment devenu un réflexe, bah, de me dire « Ok, mais c'est pas immuable en fait, c'est pas une fatalité. Je peux aussi muscler cette partie-là de mon cerveau, de l'attention, de la concentration. On me demande d'être concentré, ça va, 45 minutes, c'est pas non plus inconcevable. Et de se réapproprier ce pouvoir-là qu'on est en train de nous prendre malgré nous. Parce que je trouve qu'il y a presque un vol, tu vois, aujourd'hui de notre attention. C'est une addiction. Le téléphone est une addiction. Et je crois qu'on ne s'en rend pas compte. Et on s'en rend compte quand on arrête de le prendre. Et tu viens de dire, voilà, je vais essayer de ne pas le prendre et de le garder loin. Bah, ça veut bien dire qu'on est dans une addiction. Et tous ensemble, hein, c'est pas un jugement. Et c'est fait pour ça. Il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, entre autres, sont quelque chose qui est fait pour gagner de l'argent pour les réseaux sociaux. Si c'est gratuit, c'est qu'il y a un truc derrière. Et on est des petits moutons, on est des petits cobayes. Il y a des trucs très bien, hein. Il y a des trucs super dans les réseaux sociaux, dans Internet. Genre @mybetterself. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, et peut-être que j'aurais à le dire un peu différemment. Est-ce que je suis en train de dire que les réseaux sociaux sont pas bien ou que l'écran c'est pas bien?
En fait, Non, je sais juste, il y a un danger. ce que nous, on fait, c'est pas bien. Notre responsabilité. YouTube, que tu connais bien, puisqu'on peut nous voir en ce moment, quand ça passera, quelle invention extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, n'importe où dans le monde, tu peux aller sur les chaînes de la NASA, du National Geographic, tu peux voir des documentaires, tu peux voir de l'opéra, tu peux voir des choses incroyables, tu peux apprendre, tu peux te renseigner, tu peux te cultiver. C'est extraordinaire. Mais tu peux aussi aller passer des heures à regarder des vidéos idiotes de chats qu'on met dans un micro-ondes ou de gens qui tombent par terre dans la rue ou de je sais pas quoi. Mais il y a tellement de conneries. Mais en fait, le problème, c'est pas les conneries, c'est nous. C'est notre responsabilité de se dire, tu sais quoi ? Je vais faire, ces vidéos, elles me font marrer. Je vais me faire 10 minutes de vidéos qui me font rire. Et après ça, je vais utiliser ça. C'est ma responsabilité pour faire autre chose, pour regarder un documentaire, pour regarder ce que la NASA nous montre. C'est incroyable quand même, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on voit de l'espace, de la galaxie. Et on n'en fait rien. Internet, c'est aussi avoir accès à tous les plus grands journaux du monde. Qu'est-ce qu'on en fait ? On est tellement occupé à faire autre chose qu'on oublie de se renseigner. Moi, je peux plus supporter d'avoir des gens qui me disent « Ah, j'ai vu sur Insta ou sur truc que… » Et les amis, il faut lire le journal. On a oublié aussi que notre responsabilité, c'est ça, c'est de se renseigner pour de vrai. Et aujourd'hui, je ne sais pas pour combien de temps encore, aujourd'hui, on a encore la chance incroyable d'avoir accès à des médias indépendants, libres, qui nous permettent d'avoir une vraie vision et nous forger une vraie vision du monde. Et on peut le faire sur des médias du monde entier. On peut avoir aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas avant, ça c'est la beauté de ce qu'on a fait de ce monde, on peut avoir aujourd'hui accès au Monde, ou au Figaro, ou au Corriere della Sera, ou au Neue Zeitung, ou à n'importe quel journal du monde. On peut même le traduire. C'est-à-dire que n'importe quel article que tu veux, tu ne parles pas allemand, tu ne parles pas espagnol, tu ne parles pas italien, mais tu peux le traduire. On a accès à tout ça. Et les démocraties dans lesquelles on vit encore ne dépendent que de nous. Ils dépendent du fait qu'on va aller voter. Et ceux qui peuvent voter, ceux qui sont en âge de le faire, est-ce que vous le faites vraiment ? Est-ce que vous prenez cette responsabilité ? C'est un droit, mais aussi un devoir. On l'oublie souvent. C'est avant tout un devoir, parce que la démocratie, elle tient par un cheveu. C'est ceux qui la font, c'est le peuple, en allant voter. Ce n'est pas les gouvernants, vous êtes au-dessus. Vous devez aller voter. On ne peut pas avoir des démocraties en Europe et dans la Suisse qui ont des taux d'abstention absolument colossaux. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous faire ça. Vous ne pouvez pas vous faire ça à vous. Vous ne pouvez pas rater des votes. Vous ne pouvez pas oublier d'aller voter ou refuser d'aller voter pour faire quoi ? Pour être sur Instagram ou faire des conneries à côté ? Ouais. C'est votre mission. Vous ne pouvez pas passer à côté de l'obligation de vous renseigner dans des médias indépendants et libres dont on sait qu'ils sont des sources d'informations fiables. Vous ne pouvez pas vous priver de 15 minutes de lecture par jour, d'ouvrir un livre et de vous muscler un peu le cerveau pour ça. Après, vous avez 24 heures de vie, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais il y a ces étapes-là qui sont des étapes constitutives pour vous. Ce que je veux dire, c'est qu'on oublie que tout ça, tout ce dont je vous parle, c'est pour vous-même. On parlait avant de l'instinct, on parlait avant du regard des autres. Toute cette idée de se construire soi, toute cette idée de faire attention à soi, toute cette idée de prendre le temps de construire des démocraties qui fonctionnent, c'est pour nous-mêmes. C'est ce qu'on le construit, c'est pour nous. C'est pas l'idée de se dire « Ah, ça serait bien, ou pour le futur, ou pour nos enfants ». Pas du tout. En fait, si vous lisez pas, si vous vous cultivez pas, si vous, consciemment, parce qu'on en parle maintenant beaucoup, si consciemment vous faites le choix de rien faire de tout ça, tant pis pour vous, parce que c'est votre destin que vous foutez en l'air. C'est vous empêcher d'être capable de vous déterminer. C'est vous empêcher d'être capable de faire face aux autres. C'est vous empêcher d'avoir un sens critique suffisant pour, dans ce moment de la vie où vous serez face à la peur et à l'instinct et au choix et à ces destins qui vacillent et qui chancellent un peu, de vous dire « Merde, qu'est-ce que je dois faire ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ?» Tous les outils sont là. Il faut les prendre, il faut les utiliser. Il faut se construire, nous, pour nous-mêmes. Il y a vraiment ce sujet, à mes yeux, qu'on sous-estime, qui est la présence de plus en plus forte de la facilité dans nos vies. Parce qu'en fait, ce que tu décris, et je pense que c'est vraiment lié à une éducation, à un contexte sociétal, mais en fait, aujourd'hui, on a tellement toutes les applications, tu vois, t'as même plus besoin d'aller faire tes courses, elles arrivent chez toi. T'as même plus besoin d'aller héler un taxi, tu le commandes, il arrive pour toi. Et en fait, je pense vraiment qu'on grandit dans une ère où on cherche le maximum de résultats avec le minimum d'efforts, mais qu'on tombe vraiment dans le piège
de penser que les résultats viendront sans effort. Et d'ailleurs, on le voit, tu vois, avec aussi la génération qui arrive sur le monde du travail, très impatiente. Et en fait, en effet, je ne sais pas comment lutter contre ce phénomène, à part éduquer, finalement, redonner le goût de l'effort aux générations suivantes. Parce que comme aujourd'hui, il y a des outils tellement... qui nous offrent cette facilité, qui nous offrent cette possibilité, tu vois. Je sais pas ce que tu fais, toi, quand tu es stressé ou énervé. C'est vrai que tu as deux choix. Tu as soit le choix de, je sais pas, aller faire une séance de sport pour un peu aller, te sentir mieux physiquement, donc mentalement. Ou tu as le choix d'aller, en effet, essayer d'éteindre, d'inhiber tes émotions en allant consommer un contenu un peu stupide, ou en allant boire, ou en allant... Et en fait, c'est vrai que se rappeler qu'on a cette possibilité et que la facilité sera toujours plus attrayante, mais pas forcément plus satisfaisante, je crois que c'est vraiment un rappel qu'on est en train d'oublier. L'un n'empêche pas l'autre. Tu peux être pas bien et te dire tiens, je vais regarder un film qui va me faire rire, même si c'est un peu con-con, ou regarder du contenu qui va me faire du bien, ou aller boire un verre avec modération, évidemment. Je vais sortir. L'un n'empêche pas l'autre. Je crois que le rappel de façon générale de tout ça par rapport à la facilité, c'est la responsabilité. C'est pas oublier qu'on a une responsabilité vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de nous-mêmes. On a cette responsabilité de nous éduquer, de nous construire, de faire des choses qui sont bien pour nous. On sent bien que ces réseaux, on sent bien que cette facilité n'est pas bonne. Et il y a des petites étapes dans la vie. Moi, par exemple, je me suis remis après une alerte pour moi-même de l'orthographe. Tout d'un coup, je me suis dit, attends, comment on écrit ce mot ? Je me dis, ah ouais, ça m'est arrivé aussi récemment. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait ? On prend notre téléphone, ou on ouvre notre fichier Internet, etc., ou on ouvre une page, et on va regarder le mot. Mais très bien, ça c'est une bonne idée si tu es dans le métro ou que tu es quelque part et que tu es au café et que tu es en train d'écrire un mail très important et que tu te dis, attends, là j'ai un doute sur comment on écrit ce mot, c'est génial. On a construit un monde dans lequel, quand on n'est pas chez nous, on a un objet, un téléphone qui nous permet de faire une recherche et de trouver ce mot. Ça, c'est super. Par contre, quand tu es chez toi, il y a un objet qui n'est pas le téléphone, qui est indispensable, c'est un dictionnaire physique. Pourquoi le dictionnaire physique est important ? Alors, s'il vous plaît, achetez-vous des dictionnaires physiques. Les dictionnaires, certains coûtent un peu cher, c'est vrai, mais vous pouvez les trouver d'occasion très facilement à des prix cassés. Trouvez un dictionnaire. Pour ceux qui ont les moyens, allez-y. Pour ceux qui ont moins de sous, trouvez le d'occasion. Demandez autour de vous. Il y a toujours, tous des grands-parents, si vos grands-parents sont toujours là, parce qu'il y a une époque où on achetait chaque année le dictionnaire. Donc, si ça se trouve, vos grands-parents, ils ont des dictionnaires, ils ont 14 dictionnaires de 80 à 94, je ne sais pas. Mais même si c'est des dictionnaires qui ont 15 ans ou 20 ans, ce n'est pas grave, ils sont très bien quand même. Qu'est-ce qui se passe quand on ne connaît pas un mot ? On ouvre un dictionnaire. Et s'il y en a qui nous écoutent et qui n'ont jamais ouvert un dictionnaire, ce qui est possible, vous devez absolument faire ça. C'est votre mission. Faites-le, s'il vous plaît, faites-le. Quand on cherche un mot, on ne trouve pas le mot tout de suite. On ouvre le dictionnaire où les mots sont classés par ordre alphabétique. Et puis, on commence par regarder, on cherche A, B, on arrive finalement C, et puis on tourne les pages et on découvre tout un tas de mots. Parce que pour arriver au mot qu'on cherche, on va devoir passer par, on va scanner notre page et on va découvrir un tas de mots, on va découvrir des mots qui sont liés, on va apprendre quelque chose. Et l'utilisation du dictionnaire chez soi, c'est vraiment, et moi ça m'a frappé, du coup je fais que ça, de me dire, en fait, ça c'est, je me prive d'un plaisir même, parce que c'est génial, vous ouvrez le dictionnaire, vous dites, ce mot-là je ne le connaissais pas, il faut le faire. Ayez un dictionnaire, c'est votre mission 2024, faites ça, ayez un dictionnaire chez vous, et quand vous êtes chez vous et qu'il vous manque la définition d'un mot, ou que vous ne savez plus comment on écrit un mot, ouvrez votre dictionnaire. C'est comme ça que vous allez apprendre, c'est comme ça que ça va se passer. Et votre téléphone, c'est super, utilisez-le quand vous n'êtes pas chez vous et vous êtes quelque part, dans le bus, au lycée, je ne sais pas, je ne sais pas si vous pouvez l'utiliser, mais bref, utilisez-le quand c'est nécessaire. La responsabilité, un peu de bon sens. Merde. J'adore, et je vais te challenger sur cette notion de responsabilité. Que fais-tu ? Comment affrontes-tu ce qui ne relève pas de ta responsabilité ? Tu m'en parlais un peu tout à l'heure. Comment affrontes-tu les affres du destin qui ne relèvent pas de ton pouvoir ? Il y a toujours plusieurs phases. Il y a la phase de frustration, il y a l'énervement, il y a la déception. Et puis peu à peu, en tout cas pour moi, j'ai une capacité à laisser partir assez grande. C'est pas que je m'en fous, mais c'est que je sens que si je laisse pas partir, ça va me ranger, ça va me bouffer, ça va me déconcentrer de mes objectifs de vie. Là, je parle pas de bouquin ou d'autre, mais tu vois, quand tu essaies de te dire, je vais essayer que chaque jour que je fais, ou
faut que chaque jour qui passe, ça ait un peu de sens pour moi, et d'essayer de prendre soin des gens que j'aime, d'essayer de construire un truc autour de ça. Si tu es obnubilé par ce qui s'est pas bien passé, mais qui ne t'appartient pas, ça te bouffe. Et tu peux pas... Tu as besoin d'avoir de l'espace libre. Hein, nos vies, nos têtes, c'est limité. C'est un limité. disque dur C'est un qui disque peut être dur, saturé. exactement. Ouais. Et il faut essayer de faire de la place. Des fois, ça prend du temps, hein, c'est pas immédiat. Mais il faut essayer, et c'est très difficile, mais de faire en sorte que ce qui n'est pas de notre responsabilité ou ce sur quoi j'ai pas une emprise moi, ne m'atteint pas. Et ça permet de faire aussi pas mal de place. D'abord dans le destin, d'abord dans les choses qui nous arrivent et qui nous fâchent ou qui nous frustrent. Et puis aussi dans le comportement des autres. On est parfois aussi habité, agacé, parce que des gens qu'on connaît ou qu'on aime ont une façon de se comporter qui déteint sur nous. Pas par leurs actions, pas parce qu'ils nous font quelque chose qui nous font du mal, mais parce qu'ils font eux-mêmes des choses qui pour eux-mêmes sont de la merde. Et d'arriver à se dire, tu sais quoi, dommage. Ça me fait de la peine. Ça peut être pour des amis, pour de la famille, pour des parents. Mais d'arriver à se dire, tu sais quoi, cette personne, elle est comme elle est. Je l'aime comme elle est. Je la respecte comme elle est. Mais c'est sa responsabilité aussi s'il veut faire de la merde et je dois me détacher de ça. Et de se dire qu'on ne pourra pas sauver les autres. Et de se dire qu'on pourra pas... Il faut essayer. Hein. Il faut quand on a quelqu'un de son entourage qui dysfonctionne, il faut essayer, il faut lui parler, il faut faire tout ce qui est en notre pouvoir à un moment donné. C'est ta responsabilité. Puis après, quand tu vois que l'autre ne veut pas, il faut lâcher, je crois. Quand est-ce que le destin t'a le plus ébranlé ? Dans les morts. Dans les morts ? Ouais. Parce que la mort, on s'y attend pas. Enfin, c'est un peu idiot de dire ça. Mais c'est-à-dire non, c'est vrai. On vit comme si on était... et heureusement d'un côté, hein, on ne vit pas en pensant sans cesse à notre finitude. Hein. Chaque mort me rappelle à quel point la vie est courte. Et de nouveau, je disais avant, je ne suis pas du tout... c'est ni dark, ni sombre, et je ne suis pas ni dépressif de ce côté-là, ni angoissé de ce côté-là. De ce côté-là, tu nous parleras des autres côtés. Non, je parle des autres côtés, mais je dis, c'est pas quelque chose auquel je pense de façon triste. Mais les vrais chocs de la vie, les vrais chocs du destin, c'est les deuils. C'est quand on t'appelle pour dire il est mort ou elle est morte et que tu t'y attends pas. Et même pour des gens dont je pense à des grands-parents très vieux et dont tu te dis bon elle a eu une belle vie, etc. C'est quand même la fin de quelque chose et c'est fini. Et c'est très idiot, c'est très banal hein, de le dire comme ça et simplet. Mais ces prises de conscience là, elles sont déterminantes dans ce qu'on va faire ensuite, dans ce qu'on va construire nous. D'abord parce que ça nous rappelle que la vie est courte et aussi parce que ça met en lumière peut-être ce qu'on a envie de laisser comme souvenir ou comme trace pour les autres. Pas pour la gloire dont on se fout, je sais pas quoi, de succès ou d'image dans ce monde dans lequel on vit, mais pour les autres. Est-ce que j'ai aimé ? Est-ce que j'ai été aimé ? Je crois que c'est tout ce qui compte. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ces prises de conscience ? Qu'est-ce que concrètement t'as changé dans ta vie ? Je suis plus relax. Tu sais, j'ai vraiment ce truc de faire vraiment, en termes de mes amis, mon quotidien, faire ce que j'ai envie de faire, ce qui me convient, ce qui me plaît. Je vais jamais, j'aurais peut-être pas le dire, enfin oui, je peux le dire ici, je vais jamais à un dîner où j'ai pas envie d'aller. Je parle pas de la famille, où évidemment, il faut s'occuper de sa famille. Je parle pas des obligations dans le sens noble du terme qui sont importantes. Je parle vraiment et j'entends souvent des gens qui me disent « Ah, j'ai ce dîner avec un tel et un tel, ça me casse les pieds, mais j'y vais quand même. » Non, n'y va pas. La vie est courte. Je suis un peu pareil. Ne fais pas ça. Ne te fais pas ça. Vois les gens qui te font du bien. Vois les gens que t'aimes. Fais les choses qui te font du bien à toi. Mais je parlais des obligations nobles. En fait, ce que je veux dire, c'est que des fois, les obligations, elles te font du bien. Des fois, tu sais que ton ami, ta copine, tes parents, ton cousin, il a vraiment envie que tu assistes à sa pièce de théâtre ou à son truc, ou à je sais pas quoi. Ça te fait royalement chier, mais tu te dis, tu sais quoi, j'y vais. Et ça lui fait tellement plaisir que ça te fait plaisir. Tu vois, ça, c'est important aussi. Ça a du sens. Ouais. Il faut que les choses, elles aient du sens. Mais ce qui n'a pas de sens, et moi, c'est vraiment ça, la leçon du temps qui passe et des gens qui partent, ce qui n'a pas de sens pour moi, eh ben, c'est pas grave, mais je le ferai pas. Et c'était pas toujours simple parce que j'aime beaucoup faire plaisir. Un peu moins maintenant, mais je peux toujours dire j'ai toujours beaucoup de difficultés à dire non. Et je travaille beaucoup sur ça. Parce que ça nous bouffe sinon, tu vois, c'est des trucs qui te prennent. Et comment tu travailles dessus ? En le musclant, en disant non ? En essayant de dire non. Ou en revenant. Alors, soit en étant capable de me dire, c'est l'instinct de nouveau, tu vois, quand on me dit quelque chose et tu es là, ah non, j'ai pas envie. Et que tu dis,
bon, ok, peut-être. C'est là, non, pourquoi j'ai dit ça? Alors, soit être capable sur le moment d'écouter cet instinct, ton instinct te dit, dis non, Joël, dis non, dis non, dis non, dis non, et de dire non. Ou bien ton instinct te dit, dis non, dis non, dis non, et tu dis, oui, d'accord. Et après, tu te dis, merde, et de revenir sur ça. De rappeler à la personne, de dire, en fait, excuse-moi, je t'ai dit que je ferais ci ou que je viendrais, je peux pas être là. Et je regrette, mais sans mentir, sans blesser. Ouais. Ça, c'est aussi un truc que j'ai appris. Avant, comme j'avais de la peine à dire non, j'inventais des pieux mensonges pour essayer de me sortir de la situation, pour pas faire de la peine à l'autre. Et en fait, tu te crées des espèces de gorgones, de monstres à plein de têtes, parce qu'en fait, tu t'en mêles dedans et ça n'a pas de sens. Même toi-même, tu sais plus ce que tu as dit, etc. Alors que juste de dire, sans blesser, mais de dire ce qui est vrai. Tu vois, si tu dis je peux pas. Tu dis pas pourquoi, mais tu peux pas. Tu dis pas pourquoi, mais tu peux pas. Et quand tu dis je peux pas, ça peut aussi vouloir dire je n'ai pas la capacité à venir. On l'entend souvent quand tu dis je peux pas, on l'entend comme une impossibilité. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu dis est-ce que tu peux venir demain soir, est-ce que tu peux faire ça, et qu'on dit ah non, je peux pas, on envoie le premier message de je suis dans l'incapacité de, parce que j'ai déjà un rendez-vous, parce que je dois booker, parce que je suis pas là, qu'on a un empêchement. Mais en fait, le je peux pas, ça peut aussi vouloir dire j'ai pas la capacité, j'ai pas l'énergie morale, je suis pas en mesure de faire quelque chose qui me convient pas. Et il faut s'écouter. On est aussi dans un monde, je trouve, où on s'écoute pas beaucoup. Oui, mais le problème, je crois, c'est surtout qu'on est dans un monde où personne n'a la même personnalité et où on en c'est bien ça. C'est très bien, hein, mais on n'a pas le mode d'emploi de la personnalité des autres. Je te dis ça parce que j'appartiens à une autre catégorie que la tienne. Disons-le, hein, je suis une forceuse. Dans le sens où, moi, quand tu me dis pas non clairement, mais je te jure que en fait, c'est mon entourage qui me l'a fait remarquer. Pour moi, c'est ma programmation, tu vois. En fait, moi, je vais toujours essayer de trouver le moyen que tu me dises oui. Et donc, ça m'a valu, enfin, tu vois, on en reparlera peut-être, mais en l'occurrence, une ancienne meilleure amie qui est aujourd'hui très exposée publiquement, on a renoué contact et tout va bien, mais on s'est fâchés là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, j'avais besoin d'elle pour un tournage. Pour moi, la solidarité, c'est très important. Et en fait, elle me disait oui, mais à demi-mot, tu vois. Mais en fait, moi, tant que tu m'as pas dit non, je ne viendrai pas, pour moi, c'est oui. Et donc, en fait, au dernier moment, tu vois, elle finit par me dire genre, non, écoute, je peux pas, je dois voir ma grand-mère, nanana. Et en fait, je l'ai trop mal pris. Tout ça pour dire que c'est important de s'écouter, mais c'est vrai que c'est très important de communiquer, en fait, sur aussi notre mode de fonctionnement pour que l'autre ne le prenne pas mal. Parce qu'en fait, je pense que aucune de nous deux n'était fondamentalement en tort, mais juste quand t'as une programmation, un mode de fonctionnement qui est différent, et bien juste t'auras pas du tout le même comportement. Et je suis en train de me rendre compte en ce moment que c'est ça un peu le nerf de la guerre dans la vie, c'est de comprendre la nature de l'autre et de la respecter même si elle est différente de la nôtre. T'as tellement raison. On communique très mal, c'est vrai. Dans un monde où on communique tout le temps, on communique très mal parce qu'on n'explique pas qui on est, ou ce qu'on attend vraiment. Et en fait, il faut partir d'un postulat qui est hyper important pour soi-même, c'est qu'on est comme on est. Et on n'y peut rien. On est comme on est, avec nos qualités, nos défauts. Et c'est comme ça. Et c'est pas une question de tort. Personne n'a raison ou tort. Chacun a sa vérité parce que chacun vit avec lui-même et chacun sent ou ressent ce qu'il ressent. Et les émotions, nos émotions, nos ressentis sont bien là. Et c'est comme ça. Et c'est pas très grave. On est comme on est. Et c'est vrai qu'on oublie parfois d'accepter ou de communiquer avec l'autre qu'on est comme ça, qu'on a des attentes, qu'on espère vraiment quelque chose. Et l'autre, souvent, n'est pas capable de dire j'entends ce que tu dis et je sais comment t'es, mais moi, je peux pas. D'être capable d'être, au fond, très humble par rapport à qui on est et d'être très ouvert par rapport à comment on se comporte ou ce qu'on attend ou ce qu'on espère. Et ça, c'est les apparences, parce qu'on est toujours dans une façade. Je suis venu en printemps, bonjour, Joël Dicker, je suis écrivain. Parce qu'on est toujours dans la façade. On est toujours en train d'essayer de donner une meilleure image. Tout va toujours bien, en général. On est toujours en train de, quand on fait une photo, on met un filtre. Parce que ça peut toujours être mieux. On est toujours surpris de voir sur Instagram, entre autres, j'ai rien contre Instagram, j'en parle souvent, mais parce que pour moi, c'est un peu la quintessence de ces apparences, de cette reconstruction de soi. La mise en scène. De la mise en scène de la vie. Soi, ouais. L'essentiel des gens sont très heureux, sont très beaux, tout va bien, mais qu'est-ce qu'on se fait? Qu'est-ce qu'on se fait? Parce qu'après, du mal. Après, on se regarde dans le miroir. Non, mais tu vois, moi, par exemple, je regardais, et Instagram aussi pour ça, et il faut faire attention à ça, évidemment, il sait qui on est, il sait ce qu'on fait, il sait ce qu'on aime,
il te donne du contenu qui te fait à ça. Et donc moi, j'ai regardé des applications ou des comptes de sportifs, de gens qui font du sport, pas des sportifs connus, mais de gens qui pratiquent. Ils disent, OK, voilà, aujourd'hui, un bon entraînement. Et entre autres, parce qu'à un moment donné où je voyageais beaucoup, et j'avais pas toujours une gym à disposition, je pouvais pas aller courir dehors, je sais pas, mais ils disaient, ben là, avec un bout de fauteuil dans ta chambre d'hôtel, pif, paf, pouf, etc. C'est super. Mais qu'est-ce qui se passe? Cette application, ensuite, elle te dit, regarde ce compte-là, regarde ce mec comme il est bien foutu, regarde celui-là avec ses 8 abdos et ses 4 pectoraux et ses muscles partout. Et après, tu regardes tout ça, tu te regardes dans le miroir et tu te dis, putain, mais je suis hyper moche, en fait. Enfin, ça va pas, enfin, j'ai pas de nu, enfin, je suis rien. Et qu'est-ce qu'on se fait de nous-mêmes? On est tellement obnubilé par ces autres, on est tellement obnubilé par les images et par l'imagerie véhiculée par l'extérieur qu'on n'arrive plus à se supporter, qu'on n'arrive plus à se regarder, qu'on n'arrive plus à s'apprécier, qu'on n'arrive plus à accepter ce qu'on est et qui on est. Et surtout, plus important, on a perdu la normalité. On a perdu cet étalon maître de la normalité. Et la normalité, en fait, c'est que c'est le bordel. C'est que ça va pas bien, c'est que c'est compliqué. Sans dramatique, sans avoir de grave problème, mais en fait, c'est compliqué. La vie, c'est compliqué. La vie, c'est le bordel. Le destin, on ne sait pas ce qui nous arrive. Demain, c'est la merde. Aujourd'hui, il fait beau. Demain, il fait pas beau. Il y aura du bordel tout le temps. Tout n'est pas simple. Et il faut se battre pour tout. Pour tout, il faut se battre. Il faut travailler. Il faut se départir de nos angoisses. Il faut arriver à retrouver le fil de cet instinct qu'on avait mais qu'on a perdu. Il faut oublier nos peurs. Il faut aimer être aimé. Enfin, il faut faire tout ça. C'est compliqué, c'est beaucoup de travail. C'est chiant, mais c'est la vie. Il faut accepter ça. Il faut partir de ce principe-là. Et pas de ce principe où en fait tout est beau, tout va bien, on est musclé, c'est super. Non, c'est pas super, mais c'est pas grave. C'est pas défaitiste. Oui. On va le construire, ce super. Et il va être à nous, justement, parce qu'à force de passer les étapes, à force de rencontrer des difficultés, à force que ça marche pas comme on veut, c'est que comme ça que ça marche vraiment. Tu sais, on peut jamais définir ce qu'on aime, on peut que définir ce qu'on n'aime pas. On peut pas... Oh, j'aime les pâtes à la truffe, hein. Moi, je peux le dire. Hein. Pourquoi? Parce que j'aime la truffe. Pourquoi? Parce que j'aime le goût. Bah, c'est pas très clair. Un truc que t'aimes pas, qu'est-ce que t'aimes pas? La coriandre. Pourquoi? Parce que le goût est dégueulasse. Mais qu'est-ce que ça te fait? J'ai fait une mimique pour les gens qui Ça nous... te fait une mimique. Ce que je veux dire, écoutent. c'est qu'on a de la peine à définir ce qu'on aime. Tu vois, on aime bien un goût. Moi, je trouve au contraire qu'on est très manichéen de plus en plus. Qu'on est très... par rapport à tout. Par rapport à nos... J'aime cette personne, je n'aime pas cette personne. J'aime cette série, je n'aime pas cette série. On aime être extrêmement binaire parce que la radicalité fait plus de bruit. Oui, je crois qu'on aime être binaire à travers les autres. Quand on parle de quelque chose d'autre. On est de nouveau dans une représentation de soi. Et qu'il y a aussi un côté presque identitaire aujourd'hui à nos goûts, en fait. Et donc, il n'y a pas tellement la place à la nuance. Parce qu'on est dans le regard de l'autre. Oui. Parce qu'on est toujours en train d'être obsédé par ce que l'autre va penser, ce que l'autre va faire, ce qui est cool, ce qui est la mode, ce qui n'est pas la mode. Et je trouve qu'il y a une question sous-jacente qui est, est-ce que c'est l'offre qui crée la demande ou la demande qui crée l'offre? Pour revenir à Instagram. En effet, la majorité des contenus qui nous sont partagés nous desservent plus qu'ils ne nous servent parce que, en fait, par exemple, si on met une photo où on est retouché physiquement, on fait du mal et à la personne qui le voit, parce qu'on lui donne une vision altérée de nous-mêmes en nous faisant croire que c'est une normalité, mais on se fait aussi du mal, parce que du coup, quand on se regarde dans la glace, on n'a pas la même tête, en fait. Et pourtant, combien de personnes le font? Et c'est une vraie réflexion que j'ai pour essayer personnellement de partager du contenu plus naturel sur mes réseaux. Le fait est que les personnes les plus suivies sont celles qui vendent du rêve. Donc tu vois, il y a là aussi une forme de dichotomie où, oui, d'un côté, ça nous ferait beaucoup plus de bien d'avoir des personnes qui nous partagent la vraie vie, le naturel, et quand tu demandes d'ailleurs aux personnes s'ils voudraient voir plus de vrai et naturel, ils te disent oui. Quand tu regardes qui ils suivent, eh bien, j'ai l'impression que l'humain est fait pour aussi vouloir rechercher un peu le rêve. Mais c'est bien de rêver, c'est hyper important. Oui. Le problème, c'est qu'il faut rêver au bon endroit. Je ne crois pas que Instagram soit l'endroit pour se créer du rêve. Qu'est-ce que c'est que le rêve? C'est la capacité à imaginer quelque chose de plus grand et de plus fort qui nous sorte de notre existence à nous. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important parce que la possibilité que quelque chose d'autre existe en mieux est ce qui nous fait avancer dans la vie. Du moment où tu pars du principe que tout est foutu, rien n'est possible, tu es dans une phase très difficile parce que ça veut dire que tu ne peux pas évoluer, tu peux pas... Les rêves, il faut avoir des rêves, il faut avoir envie de rêver parce qu'on n'avance pas sinon. Il ne faut pas les réaliser. Faut pas les réaliser? Non. Faut pas réaliser ses rêves. En fait, si tu peux les réaliser, c'est qu'ils sont pas assez grands. Tu vois, il faut vraiment il faut rêver, il faut se projeter, il faut C'était pas imaginer. un rêve pour toi de sortir un livre? De publier un livre?
J'ai l'impression que de ce que tu me disais au début, c'était quand même... C'était un rêve, c'était une envie. Après, il faut avoir d'autres rêves, il faut avoir un stock de rêves, il faut en avoir toujours que... Voilà, il faut avoir des rêves dont tu parles même pas parce qu'ils sont tellement fous qu'on se moquerait de toi. Tu peux nous partager un rêve tellement grand qu'on pourrait se moquer de toi, mais on se moquera pas de toi parce que cette communauté est extrêmement brillante? Non, alors, un rêve dont on se moquera pas, mais qui est un rêve, j'aimerais vivre sur une île. Tu vois, c'est un truc dans lequel je me projette, une île, en autonomie. Voilà, imaginer un monde dans le monde. Et c'est important d'avoir ces rêves-là juste pour se projeter dedans, juste pour s'imaginer. Et qu'est-ce qui permet ça? Pardon, je suis pas en train de... Enfin, je reviens sur ce sujet-là, mais parce que je crois que c'est tellement important. La lecture, mes amis. La lecture, elle vous fait rêver. Pourquoi? Parce qu'elle vous fait travailler votre conception à vous. Quand vous lisez un livre, vous êtes créateur. Ce qui n'est jamais le cas quand vous regardez un film. Il y a des très bons films ou une série ou encore moins du contenu, etc. Quand vous lisez un livre, c'est vous avec vous-même et vous êtes créateur parce qu'on vous raconte une histoire. On vous dit, ben voilà, c'est l'histoire d'un chien qui se promène dans un pré. Et juste ça maintenant, si je vous dis, imaginez un chien qui se promène dans un pré, tu as vu, et ceux qui nous écoutent ont tous vu, un chien qui se promène dans un pré. Vous avez vu votre chien dans votre pré. Peut-être que vous avez vu un chien, un grand chien jaune dans un pré en fleurs, il fait beau temps. Peut-être que vous avez vu un petit chien moche à qui il manque une patte et dans un champ de boue, je ne sais pas. Vous avez vu quelque chose. Ce que vous avez vu, déjà, ça vous définit. C'est un rapport à vous-même. Ça vous emmène à l'intérieur de votre psyché. Et c'est un travail sur vous que aucun autre médium ne permet. Et donc, rêver, c'est bien, mais rêver avec des livres ou rêver avec des gens. On a des vedettes, ça, c'est important. On a oublié un peu, et ça, c'est le problème de l'ère dans laquelle on vit, c'est que les vedettes sont peut-être pas les bonnes. Ayons des vedettes qui sont des sportifs extraordinaires, qui soient des scientifiques extraordinaires, des astronautes, qui soient des gens comme ça, mais pas forcément des influenceurs qui viennent vous vendre des produits. J'ai rien contre, je suis pas en train... Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même besoin d'avoir comme vedette des gens qui nous font aller vers l'avant, des gens qui nous font rêver, justement. Et rêver plus loin, rêver plus fort, tu vois, c'est extraordinaire. Un Thomas Pesquet, par exemple, quand il partage ce qu'il fait, ses aventures de l'espace, c'est complètement incroyable, c'est complètement fou. Ça, c'est du rêve puissance 1000. Et même un Elon Musk, avec on n'aime pas le personnage, et avec tous les côtés ou tous les aspects un peu étonnants du personnage, au-delà de ça, l'entrepreneur, le mec qui dit, tu sais quoi, je vais faire des voitures électriques. Tu sais quoi, je vais envoyer dans l'espace des fusées qui, au lieu de se désintégrer dans l'espace comme c'était le cas avant, elles vont revenir à l'endroit d'où elles sont parties. C'est extraordinaire. C'est complètement fou. Et ça, je trouve que c'est des gens qui nous font, par leur capacité à rêver, à imaginer, à concrétiser des projets complètement fous, qui sont, je trouve, des vrais appuis de la vie, de se dire, mais c'est possible, on peut faire ça. C'est complètement fou. Donc j'aurais tendance à te dire, ils ont bien fait d'essayer de réaliser leurs rêves. Ils ont bien fait. Est-ce que c'était un rêve? Ça, je ne sais pas. Oui, mais j'imagine pour Thomas Pesquet qui rêvait d'être dans l'espace. Ça, pour ce service, mais je pense qu'ils ont d'autres rêves. Je pense que... je ne peux pas parler pour eux, je ne les connais pas. Mais, ils seront tous bientôt sur InPower. Mais j'imagine qu'il y a autre chose derrière. J'imagine qu'il y a autre chose de plus fort qui les pousse et qui les permet de se mouvoir, mais de se mouvoir eux-mêmes. Oui. Un truc qu'ils n'auront jamais ou qui ne réussiront jamais, mais qui est là quand même pour te titiller. Est-ce que tu as toujours un but? Est-ce que tu poursuis toujours un objectif? Objectif de vie. C'est vraiment ça le... Qui reste le même? Celui de te regarder dans la glace au moment de ta mort et de te dire j'ai laissé une trace, quoi. Ouais. J'ai laissé une trace avec ceux que j'aime. De tremper avec moi-même, d'être bien. Ça, c'est vraiment mon but. Je trouve que ta perception de... Enfin, le fait que tu aies cette conscience aiguë de la brièveté de la vie m'interpelle par rapport à ton mode de vie qui, de l'extérieur, me paraît justement... Alors, très lent, et je dis ça, c'est objectif comme terme. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire, très lent? non, mais dans le sens où j'ai l'impression que quand on a cette presque urgence de vivre, on a au contraire tendance à essayer d'en faire le plus possible. Et j'admire, toi, la forme de sagesse que tu as, et donc je serais curieuse de savoir comment tu lis ces deux, ce qui me paraît être peut-être un peu paradoxal, c'est-à-dire d'un côté la conscience aiguë que la vie est courte, et de l'autre, d'arriver à prendre 3 ans pour écrire un livre, tu vois, et de se dire, ben là, c'est ce que je vais faire. Mais justement, ça va ensemble, parce que prendre le temps, c'est le valoriser. C'est vrai.
Prendre le temps, c'est être conscient que ce temps est précieux, qu'il est court et qu'il faut en faire quelque chose de bien pour soi. Et je sais très bien que je ne serais pas capable d'écrire un livre en 6 mois ou 1 an. Pourquoi ? Parce que le plaisir que j'ai quand j'écris, c'est de ne pas avoir de plan. C'est de ne pas savoir ce qui se passe. Pour moi, le plaisir du livre, c'est vraiment ce plaisir. C'est un plaisir de lecteur à la base. Le livre, il te permet d'être dans une autre vie. Le livre, il est plus fort que la vie parce que quand tu lis un bon bouquin, tu n'es pas dans le métro, tu n'es pas dans le bus, tu n'es pas chez toi, tu n'es pas dans tes soucis, tu es dans un autre monde. Et moi, il n'y a rien qui me touche plus que des lecteurs qui m'écrivent pour me dire, ben voilà, j'étais dans un moment un peu difficile de ma vie, j'étais à l'hôpital, j'étais malade, je traversais un divorce, je traversais une rupture, je traversais un moment difficile. Et grâce à vos livres, eh ben, j'ai pu sortir de ça. Et c'est pas grâce à moi, ou c'est pas le livre en lui-même, c'est pas mon livre, c'est pas moi, Joël. C'est la lecture. Ces lecteurs-là se sont fait du bien tout seuls, grâce à eux-mêmes, grâce à la décision qu'ils ont prise, ou alors à se dire, ben, tu sais quoi, je vais prendre un livre, je vais faire travailler ma tête, je vais me lancer dedans. Ben, tu as un effort qui est récompensé fois 1000 par rapport à regarder un film ou être sur Instagram ou autre, parce que tu as créé quelque chose, tu as créé une vie dans la vie. Et ça marche avec tous les livres du monde. Et il n'y a rien qui me touche plus que des gens qui me disent, voilà, je lisais pas avant, et grâce à votre livre, je me suis mis à lire, pas mes livres, à lire en général. C'est ça qui est hyper important, parce que c'est un voyage extraordinaire. Et on a ça en nous, on a ça à portée de main. On a ça gratuitement parce qu'il y a des bibliothèques, il y a des boîtes à livres, il y a des moyens si vous voulez trouver des livres, vous les trouverez. Faites-vous une carte de bibliothèque. Franchement, moi, je l'ai refait cette année et je suis trop contente. C'est génial, c'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Et donc, pour moi, le plaisir, ce que je disais, le plaisir, c'est d'inventer une histoire, c'est d'être dans l'histoire, c'est de me réveiller le matin en me disant, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui ? C'est un vrai plaisir. Et il est précieux, j'ai pas envie de le gâcher. J'ai pas envie de presser le truc en me disant, vite, encore un livre pour faire un livre. Au contraire, j'aimerais que ça puisse durer le plus longtemps possible. Après, je suis rattrapé par le livre, le texte, le sentiment que tout a été dit dans le livre-là, dans ce que j'ai fait. Et aussi cette conscience qu'un livre, je pourrais écrire un livre pendant une vie entière. À un moment donné, il faut oser. À un moment donné, il faut le partager. Il faut accepter que ce livre, c'est ce qu'on a fait du mieux qu'on pouvait à ce moment-là. Il faut s'aimer dans la vie. Il faut s'aimer, mais au moment présent. Ce que je veux dire, c'est qu'on a tous des photos de nous qu'on regarde maintenant en se disant putain, la photo d'il y a 10 ans, la tronche, les cheveux, les habits, etc. Mais attends, si on avait une photo de nous à ce moment-là, c'est qu'on se trouvait beau. C'est qu'on se sentait bien avec nous-mêmes. C'est que nos habits qui aujourd'hui nous semblent très ringards ou bizarres, on était bien dedans, on se sentait bien dedans, on se sentait beau. Et que notre coupe de cheveux complètement folle, quand on regarde là maintenant, en fait, à l'époque, on s'était fait des pics sur la tête. Moi, j'ai une période, quand j'avais 15 ans, je me faisais des pics sur la tête. On voudra une photo à l'écran. Je me sentais bien comme ça. Il faut respecter ce qu'on a été. Ouais. On était bien, il faut le valoriser. Parce que ce temps-là, il a existé, il faut le respecter. Parlons un peu de ton processus d'écriture. Bon, déjà, dis-nous. En fait, j'aime bien sur le podcast pas dire ce qui a déjà été dit ailleurs, mais peut-être pour les personnes qui n'auraient jamais entendu d'interview de toi, est-ce que tu peux juste nous dire déjà comment s'est fait le switch ? Tu étais avocat, je crois, avant ? Juriste. Juriste. Ouais. Tu peux nous dire comment s'est fait le passage de « Ok, je suis juriste, j'aime ce que je fais, mais en fait, j'ai envie de me consacrer à l'écriture ». Et comme ça, ensuite, on pourra parler du processus d'écriture en lui-même. Alors, je vais te faire la totale, mais je crois que c'est important pour... ouais, vas-y, on a le temps. On n'a même pas la moitié. J'étais enfant, j'ai toujours aimé lire, j'aimais écrire, j'aimais dessiner, j'aimais faire de la musique, je voulais être musicien. J'aimais les animaux, j'aimais plein de trucs. J'avais un petit magazine quand j'avais 9 ans sur les animaux. Ah, moi aussi. J'avais cette envie de partager. Cheval Express. Mais non, j'adore. Ouais, à 9 ans, en CM1, et je le distribuais dans la cour de récré. Pareil. Et donc j'avais ce plaisir de l'écriture, du partage, que j'arrivais pas vraiment à déterminer par rapport à mon plaisir de la musique et par rapport à mon plaisir du dessin. Et puis j'étais pas un très bon élève, j'étais pas très scolaire, j'avais de la facilité, mais je sentais bien que l'école, ça m'ennuyait un peu. Et puis les années passent, je finis le lycée en me disant, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est être un artiste. C'est pas un métier. C'est ce monde-là, on dit, mais attends, qu'est-ce que tu vas faire après le lycée, tu as ton bac, maintenant il faut faire des études, il faut faire ci, il faut faire ça, etc. Et je ne savais pas ce que je voulais faire. J'aimais bien le théâtre. Je me suis dit, est-ce que acteur, peut-être, c'est un truc qui me parlerait. Donc, je suis parti à Paris quelques mois. J'ai fait un peu le cours Florent. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je n'avais pas le feu sacré. Je voyais ces jeunes acteurs, futurs acteurs avec moi, qui arrivaient avant moi, qui répétaient plus que moi, qui en voulaient, quoi. Et je me suis dit, mais attends, j'ai 20 ans,
il faut que je fasse un truc de ma vie où j'ai envie de bouffer du lion, tu vois, où je me réveille, où j'ai envie de faire ça. C'est ta vie, on n'a qu'une vie. J'avais déjà cette urgence un peu où c'est important, c'est pas si urgence de dire, il faut que je fasse quelque chose qui me parle à moi. Et à côté de ça, il y avait la musique. Mais la musique, ça marchait pas très bien parce que je jouais de la batterie, ce qui est compliqué parce que quand tu fais de la batterie, tu as besoin d'un groupe. Et donc, quand tu as besoin d'un groupe, tu dépends des autres. Et j'avais pas trouvé un groupe avec lequel j'arrivais à répéter autant que je voulais. À côté de ça, je me disais, quand même, les études, c'est important d'avoir un filet de sécurité, d'avoir quelque chose pour moi-même. J'en reviens à ça. Je parlais avant de l'écriture en disant faire les choses pour soi. Je me suis dit, je serais content d'avoir un diplôme dans ma poche pour moi, que je puisse brandir un jour ou l'autre si j'ai besoin, parce qu'on ne sait pas de quoi la vie est faite et je ne sais pas si l'art me permettra de vivre, en tout cas de payer ma vie ou de me payer un toit. Et donc c'est toujours bien à voir. Donc je suis retourné à Genève, je me suis inscrit en faculté de droit et j'ai fait 5 ans, j'ai fait un bachelor et un master en droit. Pendant ces 5 ans, j'ai eu envie d'écrire, enfin j'écrivais déjà beaucoup. J'avais compris que le théâtre, c'était pas ça, la musique, c'était pas ça. Le dessin, j'adore le dessin, enfin j'adore le dessin, mais je suis vraiment nul. C'est vraiment un plaisir pour moi. Et je suis officiellement nul, mais c'est pas grave. C'est bien de rappeler que les deux sont pas antinomiques. Hein. Mais c'est ça, si ça te fait du bien. Tu vois, je vais jamais faire paraître un dessin, je vais jamais montrer un dessin, mais j'aime dessiner, je dessine tout le temps. Ça me fait du bien. Et c'est comme, et voilà, c'est un moment qui fait du bien à moi. Aussi dans certaines choses, je trouve. Mais tant faut que... pas juste rechercher la performance, quoi. Absolument. Tant que ça te fait du bien, fais-le, quoi. Les trucs qui te font du bien, qui font pas de mal aux autres, fais-le. C'est ça qui compte. Et il y a l'écriture. Et l'écriture, je me dis, mais en fait, j'adore ça. Je sens que c'est ce dans quoi je peux vraiment m'investir au maximum parce que je dépends de personne d'autre. C'est moi et mon texte, et c'est tout. Et donc, en faculté de droit, première année, j'écris un premier roman en me disant, je veux absolument qu'il paraisse, parce que je veux absolument avoir un livre qui paraît, parce que ça validera ce travail-là. Et j'envoie le roman à tous les éditeurs possibles et imaginables. Et je reçois les lettres de tous les éditeurs possibles et imaginables qui me disent non, merci beaucoup, ça ne nous intéresse pas. Deuxième année de fac de droit, j'écris un deuxième roman que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables, qui me répondent tous non, merci, ça ne nous intéresse pas. Troisième année de fac de droit, j'écris un troisième roman que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables, qui me répondent tous non, merci, ça ne nous intéresse pas. Alors pause, juste là, toi, tu ressens quoi ? Après, non pas 1, 2, mais 3 refus, enfin... Plein de trucs. La haine, le découragement, la haine de moi, je suis nul, j'y arriverai jamais. Et regarde tous les autres qui font paraître leurs livres, qui sont tellement extraordinaires. Et puis en plus, c'est doublement dur parce que j'aime bien apprendre, j'aime bien les études, j'ai aimé mes études de droit, mais c'est pas ce que j'adore en termes de... Tu vois, moi je vois les autres, mes camarades de cours, qui étudient à fond, qui ont tout préparé. Moi, j'ai préparé, je suis un touriste, j'arrive en truc, j'ai aucune idée de quoi, je sais même pas en quel cours on est. Et je suis avec tous ces gens, et c'est beau, hein, qui aiment ce qu'ils font. Et je me dis, mais putain, eux, ils vont avoir une vie dans laquelle ils sont épanouis parce qu'ils aiment leur boulot, ils ont l'air d'adorer ça. Et moi, genre, qu'est-ce que je fous là, quoi ? Je suis pas vraiment bien en droit parce que je m'implique pas complètement. Pourquoi ? Parce que je suis occupé avec mes livres. Mes livres, personne ne veut les lire. Et il y a cette... Il y a cette déception à chaque fois que je reçois ces lettres, ce truc de me dire « Ah, fais chier, ça m'énerve, tu vois. Ah, pourquoi ?» Et c'est un mélange de tristesse et de déception et de haine de moi, je disais avant. Je me déteste de ne pas avoir réussi à faire un livre qui a plu. Et en même temps, ce truc de dire « Je vais y arriver. » quoi. Ce truc de dire « En fait, tu sais quoi, je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. » Et je recommence. Et j'écris en 4e année de droit un 4e livre que j'envoie à tous les éditeurs possibles et imaginables. Je reçois d'abord une lettre, pas des éditeurs de la fac de droit qui me disent « T'es viré de la fac parce que tu viens pas en cours ». Et puis après, des éditeurs qui me disent tous « Non merci, ton livre ne nous intéresse pas ». Donc là, je m'occupe de ma fac de droit, j'écris au doyen, je dis « Excusez-moi, c'est vrai, je suis pas venu en cours, j'étais occupé avec un livre, c'est pas une bonne chose. Ne me punissez pas en me virant de la fac, faites-moi autre chose, enfin, etc. » Donc j'ai perdu des crédits ou du temps de crédit, mais j'ai été réintégré. Ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'avais vraiment envie d'avoir ce diplôme, d'avoir un diplôme dans la poche pour moi. Et donc, 5e année de droit, 5e roman, 5e fois que les éditeurs m'écrivent tous « Non, merci, on ne veut pas de tes livres ». Et j'obtiens le diplôme, mais j'ai 5 romans qui ont été refusés les uns après les autres. Et là, la suite logique, et ce que tout le monde me dit à ce moment-là, c'est me dire maintenant tu fais le barreau. Le barreau, c'est-à-dire que tu deviens un avocat, tu t'inscris au barreau, tu fais un stage et tu obtiens ton titre d'avocat. Et on me dit, faut faire ça. Tu as fait ton bachelor, tu as fait ton master, fais au moins ton barreau. Après, tu fais autre chose, c'est pas grave. Et là, je me dis, attends. J'ai fait mon diplôme, c'est ce que moi je voulais. Je l'ai fait pour moi. Je suis hyper content, j'ai ce diplôme à moi, on peut pas me le reprendre. Le barreau, c'est mon instinct ou c'est ma peur ?
Parce que, tu vois, la peur des gens qui me disent « Mais attends, il faut le faire maintenant, si tu ne le fais pas maintenant, ici et ça. » Mais mon instinct, qu'est-ce qu'il me dit à moi ? Mon instinct, il me dit « Ok, à ce moment-là, j'ai 25 ans. Si je suis avocat pendant 40 ans, jusqu'à mes 65 ans, ou pendant 38 ans, parce que j'ai pris encore 2 ans pour faire un truc, est-ce que ça fera une différence ?» Souvent, quand je suis dans des dilemmes comme ça, je me projette. Et je m'imagine dans 20, 30, 40 ans, où je m'imagine avec mes enfants qui me posent une question par rapport à ça et qui me disent « Pourquoi tu as fait ce choix-là ?» Et si la réponse, elle n'est pas parce que j'avais la conviction absolue pour moi que c'est ce que je devais faire, si la réponse, elle est parce que je sais pas, c'est les autres qui m'ont poussé à, je me dis non, là, t'es dans le faux. Et c'est une réflexion que j'ai souvent. Hein. Et quand je dois faire des choix ou autre, ou quand je suis face à un défi ou à des choix ou à une situation, etc. Et donc là, je me suis dit, mais attends, je peux faire mon barreau dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou même dans 5 ans. Je ferai mon barreau à 30 ans et je serai avocat pendant seulement 30 ans et pas 35 ans. Si je prends ma retraite à 65 ans, on s'en fout. Pourquoi ? Parce que je sais que ces années-là, si je deviens avocat plus tard, je sais que j'aurais fait ce choix parce que j'aurais tout essayé avant de réaliser ce rêve d'avoir un livre qui paraît, d'avoir un roman qui est lu par les autres. Je ne sais pas s'il y avait... Évidemment qu'il y a un rêve de succès par rapport au fait que quand tu écris un texte, tu as envie que le plus de personnes possible te lisent parce que tu as envie de partager ça. Mais je crois qu'à ce moment-là, j'avais vraiment aussi envie d'avoir un texte qui paraisse pour avoir atteint cet objectif, me dire voilà, j'ai fait ce livre et après je passe à autre chose. Et c'est à ce moment-là que je trouve un travail comme attaché parlementaire à Genève, en Suisse, dont les horaires fonctionnent bien parce que c'était soit le matin tôt, soit tard le soir. J'avais des journées entières complètement libres. Et là, je me dis, ok. C'était un mandat de 2 ans fixe. J'ai 2 ans en me disant, ok, j'ai un boulot, j'ai de quoi vivre, payer les factures, ça va. Utilise ces 2 ans pour faire le livre que tu as envie de faire. Et là, je commence à réfléchir sur les 5 romans que j'ai écrits et qui ont été refusés les uns après les autres, en me disant, c'est pas des échecs. J'ai pavé la voie vers quelque chose. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais vraiment faire ? Est-ce que j'ai vraiment écrit le livre que je voulais écrire ? Et là, je commence à me dire, mais attends, pourquoi est-ce que j'aime autant écrire ? Tous ceux qui écrivent ont une raison de le faire. La mienne, c'est parce que j'aime lire. Et pourquoi j'aime lire ? Parce que j'aime sortir de ma vie, c'est ce que je disais avant. Moi, j'aime lire parce que ça me sort de ma vie et c'est une autre vie. Et je reprends mes livres, je reprends ces 5 livres, je me dis, mais attends, ces livres-là, je les ai faits pour faire plaisir à un éditeur que je ne connais pas, pour que mon livre paraisse. Après, je relis un peu les textes, je me dis, c'est très ma vie, quoi. C'est vraiment autour de moi. C'est même pas des romans. Un roman, qu'est-ce que c'est ? C'est une fiction. C'est une histoire que tu inventes. Et là, je me dis, tu sais quoi ? Je vais faire un roman. Je vais écrire un livre qui n'est pas ma vie. Je vais écrire un livre qui m'emmène quelque part d'autre. Et c'est là où je commence à écrire un livre qui se passe aux États-Unis, à 6000 km de chez moi, où il y a ce jeune homme, Marcus Goldman, qui va vivre une aventure. C'est l'affaire Harry Kéber. La première version de ce livre, c'est Marcus Goldman, qui a 25 ans, qui est étudiant en droit à Boston et qui écrit des livres dont personne ne veut. Et là, je relis cette version, je me dis, mais attends, là, c'est ma vie, quoi. J'en ai marre de ma vie. Je me connais, moi. Tu sais quoi ? Je vais imaginer Marcus complètement à l'opposé de ce que je suis. Marcus Goldman, il a 30 ans, il a écrit un bouquin et direct, ça a été un succès immense. Et c'est comme ça que j'ai écrit La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui a été vraiment pour moi un roman hyper important dans ma compréhension de ce que je voulais faire et qui a été la première étape des livres suivants qui sont vraiment la question que je me pose, c'est de dire, mais attends, qu'est-ce que tu as envie d'écrire ? De quoi tu as envie de parler ? C'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à toi. Le fait que tu aies eu ces 5 échecs, et je dis ça, je trouve que le terme échec devrait être plus objectif qu'il ne l'est, et que tu aies continué, c'est pour moi le meilleur curseur pour répondre à la question justement pourquoi je le fais. C'est qu'en fait, même si t'étais pas lu, même si t'étais refusé, t'as continué à écrire parce que le plaisir que tu prenais à le faire était supérieur à la déception que tu ressentais par le fait de ne pas être publié. Et je trouve que c'est un très bon moyen parce que c'est de plus en plus dur, je trouve, dans notre société de savoir si on fait les choses par ego ou par réelle volonté. Parce que, étant donné que la mise en scène est permanente, par exemple, il y a peut-être des gens qui nous écoutent, qui te suivent et qui fantasment l'idée de devenir écrivain parce que de ta vie, ils ont l'impression que ça a l'air génial. Mais dans les faits... C'est assez cool. C'est assez cool, mais attends, t'écris... Enfin, tu vois, il faut quand même vouloir écrire 12 heures par jour. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a des personnes qui juste ne sont pas faites pour faire la même chose toute la journée. Et donc, en fait, c'est très dur. J'en ai déjà parlé dans ce podcast, mais je trouve dans notre société de faire la différence entre l'idée qu'on se fait d'une activité ou d'un métier
et le métier en lui-même, et le fait de ne pas être payé pour ça, ou le fait de continuer à le faire, même si le succès n'est pas au rendez-vous, c'est pour moi vraiment significatif du fait que c'est fait pour nous et qu'on doit persévérer. Même si ça ne devient pas notre métier, même si même si c'est un hobby, genre c'est juste se dire, ce truc-là me fait tellement du bien que je continue, peu importe ce qui se passe. Mais oui, mais les échecs sont importants. On valorise pas nos échecs, pas assez, et pourtant c'est la seule chose qui nous fait avancer dans la vie. On parlait un peu avant, je disais, mais on n'arrive pas à dire ce qu'on aime. C'est difficile de définir ce qu'on aime, alors que c'est facile de définir ce qu'on n'aime pas. Les échecs, c'est exactement pareil. Ce que je disais avant par rapport à ça, c'est que quand on aime quelque chose, on a de la peine à dire bah, j'aime ce mec ou j'aime cette fille parce que je sais pas, elle est sympa. Si tu l'aimes pas, tu dis ah non, j'aime pas parce qu'elle est comme ça, parce qu'elle fait ci, parce qu'elle est ça, parce qu'elle m'a fait ça. C'est très carré, c'est très clair. Bon, c'est toujours plus clair ce qu'on n'aime pas que ce qu'on aime. L'échec, c'est pareil. Moi qui ai connu des échecs et des succès, je suis incapable de te dire, on me dit ok, la recette pour avoir du succès. J'aimerais avoir une idée. Ça serait génial, t'imagines si j'avais une recette magique, pif, paf, pouf, etc. Le problème du succès, c'est qu'il repose sur rien. Il repose sur des paramètres qui ne sont pas concrets, qui sont aussi d'avoir été la bonne personne au bon endroit, d'avoir eu le contact, d'avoir eu le truc, de la pluie, du beau temps. C'est un truc un peu magique qui n'est pas tangible. Alors que l'échec, c'est hyper tangible. Tu peux expliquer clairement pourquoi quelque chose n'a pas marché. Oui. Et c'est quelque chose qui t'apprend quelque chose. Et mes échecs m'ont vraiment permis de me construire, m'ont vraiment permis de comprendre. Et ils continuent, parce que des échecs, j'en connais tous les jours, hein, et c'est une bonne chose, c'est très bien. Ça fait chier, ça fait mal. C'est quoi comme échec que tu rencontres encore ? Il y en a plein. Je ne peux pas parler de tout. Mais dans le quotidien, tu sais quoi ? Même dans l'entourage. Prenons quelque chose de plus concret même que le travail ou ce genre de choses. Quand tu n'as pas réussi à bien communiquer avec la personne que tu aimes ou avec tes enfants ou avec tes cousins ou avec ta famille ou avec tes copains, quand tu n'as pas réussi à avoir la relation que tu voulais, tu vois, ou ça s'est mal passé parce que ton caractère a fait que tu t'es énervé, que tu as flippé, que tu n'as pas su te faire comprendre, tout ça, ça nous apprend quelque chose. Tu vois, ce moment de te dire, ah, putain, mais aujourd'hui, en fait, ça m'agace parce que ça ne s'est pas passé comme je voulais. Pourquoi ? Alors, on peut s'en vouloir, on peut se trouver nul, on peut avoir des regrets et se laisser bouffer. Ou bien on peut faire ce switch et se dire, attends, en fait, ça s'est passé mal pour ça. Et il faut que j'apprenne de ça et que je modifie mon comportement pour les prochaines fois. C'est hyper important. Et moi, typiquement, j'ai deux travers. J'ai beaucoup de travers, j'ai beaucoup de défauts, mais il y en a deux qui me viennent à l'esprit ici. C'est mon impatience et ma jalousie. Je suis très impatient et je suis très jaloux. Et ça peut me conduire à des échecs. Ça peut me conduire à des comportements parce que je veux que les choses se fassent vite, etc. Puis l'autre ne comprend pas assez vite et puis ça m'énerve et puis je m'énerve et puis je suis impatient donc je m'énerve encore plus et puis l'un nourrit l'autre et ça me met dans des positions qui ne sont pas bonnes, des échecs desquels je peux apprendre. Et la jalousie, c'est terrible. Je suis très jaloux. C'est bien d'être jaloux. C'est bien d'avoir de l'envie. Ça dépend ce qu'on fait de ce sentiment. Tu vois ? La jalousie, elle peut te bouffer, elle peut te cramer de l'intérieur. Tu peux éprouver, à cause de la jalousie que tu éprouves vers autrui, tu peux éprouver de la haine et ça peut vraiment te consumer et te rendre très toxique et te pourrir de l'intérieur. Mais la jalousie, si tu l'utilises bien, elle peut aussi te pousser à aller de l'avant. Elle peut aussi te dire, moi aussi, j'aimerais réussir à faire ça. Je sais pas, je prends un exemple très concret ou très simple. Quand je fais de la course à pied et qu'il y a toujours ce mec ou cette femme qui va me dépasser, et moi je suis en train de courir au max, je suis là, je regarde derrière, je suis là, oh merde, il va me dépasser. Et ça m'énerve, tu vois. Et personne, je la connais même pas cette personne, mais je vois ce super coureur qui pam, 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 et qui court comme un dieu. Et ben là, évidemment, sur le moment, je vais sentir qu'il me dépasse. Donc je vais m'arrêter pour faire des exercices un peu, genre je m'étire. Genre c'était prévu. Je m'arrête. Ah, tu es passé par là, je me suis arrêté. Non, mais et après ça va me donner un boost, tu vois, de m'entraîner plus, de travailler plus, de dépasser ça pour moi-même, parce que j'ai envie, parce que le dépassement de soi, c'est bien aussi. Tant que ça te ronge pas, tu vois, tant que ça te démoralise pas, te dire, voilà, le dépassement de soi, ça peut passer par un peu de course à pied. Tu vois, on n'a pas besoin d'avoir des trucs complètement fous, mais de te dire, voilà, je vais le faire, ça, je vais réussir à le faire, je vais faire ce parcours de course que je faisais maintenant en 45 minutes, je vais le faire en 40. Et ces petites choses de la vie, elles font du bien.
Tu me disais avant de commencer l'épisode que tu es donc allé sur le podcast de Tony Parker que j'ai reçu. Je mettrai l'épisode dans les notes du podcast. Tu me disais que tu admirais justement le fait que les sportifs de haut niveau soient constamment en train de se dépasser. Comment est-ce que toi, tu essayes d'appliquer cet état d'esprit au quotidien ? Le sport est quelque chose qui me parle beaucoup. Et Tony, que je salue et que j'aime beaucoup, il a ça, c'est-à-dire quand il est dans son plus jeune âge à Lyon et qu'il visualise la NBA, tu vois, ce rêve de devenir joueur de NBA et qui va se battre pour ce rêve et qu'il était cet été au Hall of Fame de la NBA. Enfin, c'est fou, quoi. Ouais. Et tout ça, c'est le mérite, c'est le travail, c'est l'abnégation, c'est les sacrifices, c'est la visualisation, c'est continuer, s'entraîner plus dur, plus fort, pour soi. C'est un objectif pour lui, c'est un truc pour lui. Et j'ai beaucoup de tendresse pour les sportifs, pour tout ce que ça représente de sacrifice. Je me retrouve un peu en eux sans me comparer à toutes ces performances qu'ils font, évidemment. Mais ils ont ça en commun quand tu prends de la boxe, quand tu prends du tennis, quand tu prends du basketball ou du football. Ce travailler, se dépasser. Pas pouvoir avoir une vie vraiment comme les autres parce que tu as des empêchements, tu dois travailler plus dur, tu peux pas manger ce que tu veux, tu dois avoir une hygiène de vie, c'est hyper important. Et qui sont des choses que je vis aussi parce que je travaille beaucoup, je travaille à des heures parce que ça me convient, qui sont pas des horaires communs aux gens. C'est-à-dire par exemple, mon dernier roman, je le commençais à 3h du matin. D'accord. Et je faisais une première séance de travail de 3 Un animal sauvage. 3, oui. Ok. 3 heures, tu te réveilles Je me réveille, j'ai mon réveil normal, Okay. et puis je me mets. Ton réveil qui n'est pas ton téléphone, parce que ton téléphone est dans la cuisine. Exactement, c'est ma montre. J'ai Ok. une montre de sport, Ouais, comme ça elle vibre, je ne réveille Ouais. personne, ma Ok. femme dort à côté, ouais, bzz, 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 et je me lève. ok. Et c'est des... Tu vois, il faut arriver à tenir le rythme, il faut arriver à garder ton rythme de vie quand même avec la communauté qui t'entoure, Oui, c'est humaine, ça. de gens qui Tu te couches se à lèvent quelle à heure, 8 du heures. Ça dépend. Tu vois, il faut arriver à gérer le sommeil, il faut Ouais. arriver à gérer ton corps, il faut faire du sport, il faut manger bien, il faut tenir, parce que c'est un sprint. On dit souvent, et je l'avais lu quelque part, on dit souvent que la vie est un marathon. Moi, je crois que la vie est un sprint qui se finit jamais. C'est plus rigolo. Voilà, t'as le pire des deux, quoi. Mais et tu vois, les sportifs, ils ont aussi ce truc, cette difficulté. Alors, tu prends la boxe. D'ailleurs, la boxe et le tennis, c'est pareil. Quand tu es devenu champion du monde de boxe, quand tu as la ceinture, déjà, la boxe, c'est dur ou les sports de combat, parce que tu peux pas te mentir à toi-même. Tu es sur le ring, tu es face à quelqu'un d'autre. Non, mais c'est ça, Non, tu mais vois. c'est écrit sur ton visage. Hein. Tu es face à l'autre, et en fait, là, l'échec n'est pas permis, parce que si tu perds, tu perds. Et le chaos, imagine quand même ce que ça veut dire, ce que ça représente pour un sportif, pour un boxeur, pour un combattant de MMA, de vivre un chaos. Ce que ça veut dire de se dire, je vais devoir me relever de ça, me réentraîner et me recommencer tout ça. Et imagine ce que ça veut dire pour ce combattant-là aussi, d'avoir gagné le titre, avoir une ceinture, le titre de champion du monde, et se dire, en fait, tout ce que je peux faire, c'est recommencer et être au même niveau. Tout ce que, en fait, je vais remettre la ceinture en jeu, mais je ne peux pas aller plus loin que ça. Tout ce que je risque, c'est de perdre cette ceinture. Le tennis, c'est épouvantablement cruel, c'est exactement pareil. Quand tu es joueur de tennis, imagine tu es numéro 1 mondial de tennis, imagine tout ce que ça t'a demandé de travail et d'entraînement et d'abnégation et de voyage et de sacrifice. Tu deviens le numéro 1 au monde de tennis. Comment ça marche ? C'est un classement de l'ATP ou de WTA pour les femmes. Tu as l'ATP pour les hommes qui te dit, alors voilà, tu gagnes ce tournoi, tu as tant de points. Après, tu gagnes celui-là, tu as tant de points. Après, tu gagnes celui-là, tu as tant de points. Oh, tu es numéro 1. L'année se termine, l'année suivante, elle recommence. Et en fait, on dit, ah, by the way, si tu veux rester le numéro 1, tu dois refaire aussi bien. Donc, tu dois refaire ces tournois où tu dois te qualifier, premier tour, etc., arriver en demi-finale, enfin, faire des trucs d'actions. Tu arrives en finale, c'est pas assez bien. Tu dois encore gagner ce tournoi, et tout ça pour avoir juste le même nombre de points que l'année d'avant et rester le numéro 1. Et se maintenir au sommet, c'est d'une cruauté, c'est d'une difficulté, et c'est le défi, et c'est le fardeau, et c'est la beauté des sportifs. Et ça me parle beaucoup. Ouais, parce que toi, tu es l'auteur francophone le plus lu dans le monde, donc qu'est-ce que tu peux faire de plus ? Je pensais pas tant je pensais plus pour moi à ce besoin
dans l'écriture. Tu vois, je pense pas tant au résultat parce que le résultat, il dépend pas complètement de moi. À la différence d'un sportif, où le sportif, il a quand même un peu plus les cartes en main, il a quand même un peu plus les cartes en main parce que sa victoire, la victoire de son équipe, quand il y a une équipe, il dépend un peu des autres, mais il y a son performance. Ouais. Après, c'est altéré parce que le pauvre, il a voyagé, peut-être qu'il est crevé, peut-être qu'il est un peu malade. Enfin, tu vois, il y a plein d'éléments pour lesquels le sportif ne peut rien. On n'est pas toujours au top de notre forme, mais il a quand même un peu plus son destin en main qu'une création, une œuvre d'art, un livre, un film, où ça dépend aussi un peu de la critique, des lecteurs, etc. Moi, la difficulté, ou moi, ce qui m'attend, moi, ce recommencement, c'est recommencer le livre, c'est repartir de zéro. C'est que le livre est terminé, et souvent, après un livre, je me dis, plus jamais, quoi. Tu sais quoi, c'était le dernier. Parce que tout ça, tout ce travail, c'est moi, ces années, mais c'est moi à me lever à 3h du mat, à être en décalé, à devoir surveiller mon hygiène de vie pour tenir. Tu peux pas tenir sinon. Tu vois, si tu monitores pas un peu ton sommeil, ta fatigue, ta condition de vie, c'est dur. Pourquoi tu pourrais pas écrire de 8h à 20h ? Parce que mes bonnes heures, c'est les heures du matin. D'accord. Et voilà, c'est comme ça. Hein. Non, tu te connais, voilà. T'as testé, quoi. J'ai testé. Ouais. Et moi, la nuit, je suis nul, quoi. Je suis une pantoufle, je dors. Enfin, pour moi, 3h du matin, c'est la nuit. Hein, chacun sa notion du matin. Tu vois, mais c'est un truc... Enfin, on a tous... Il y a un peu deux clans. Il y a ceux qui ont des examens. J'étais comme ça quand tu es à l'uni ou à l'école ou au lycée. Il y a ceux qui préfèrent se coucher à minuit et se lever à 4h pour réviser encore un peu. Et il y a ceux qui préfèrent se coucher à 2h et se réveiller à 6 pour bosser encore la nuit avant de se coucher. Et donc, moi, je sais depuis toujours que je suis du matin tôt, et qu'il me suffit de dormir quelques heures pour être capable de me lever hyper tôt et d'être fonctionnel. Après, le danger de ça, c'est que quand tu es fonctionnel, ça ne veut pas dire que tu n'es pas crevé. Et donc voilà, ce recommencement, ce que je disais, c'est qu'à la fin d'un livre, quand j'ai terminé, quand j'ai corrigé, quand là, il part à l'impression, je me dis stop, quoi. C'est tellement de travail, c'est tellement de difficultés qui sont plaisantes, hein, mais c'est tellement. J'arrête. Et puis, j'arrête 10 jours. Et puis, au bout de 10 jours, je suis là, j'ai peut-être une idée pour un nouveau roman, etc. Et c'est plus fort que moi. C'est ça qui est beau, ça qui est chouette. C'est que j'ai du plaisir, en fait. Dans ce qui dépasse tout le travail et toute la difficulté et tous les sacrifices, c'est le plaisir. Ça me rend vraiment heureux. On va parler de tes livres. On va parler donc, de La vérité sur l'affaire Harry Kéber que tu as cité. Quand je l'ai lu, du coup, et que je savais que que ce podcast allait se faire un jour, j'ai pris des petites notes. Donc, j'ai partagé quelques petits extraits. Donc, à un moment, c'est Harry qui dit « Le premier chapitre, Marcus, est essentiel. Si les lecteurs ne l'aiment pas, ils ne liront pas le livre. Par quoi comptez-vous commencer le vôtre ?» Comment est-ce que toi, tu choisis les premières lignes de tes livres ? Alors, les premières lignes, elles viennent souvent plus tard. C'est-à-dire que j'écris mon texte, puis je reviens dessus, et puis je reviens dessus, et puis je reviens dessus. Ok. Après, il y a dans Harry Kéber des tas de conseils, mais qui sont au fond, si on y réfléchit vraiment, j'enfonce des portes ouvertes. C'est-à-dire que le mec qui dit, ce qui est important, c'est que quand le lecteur il commence ton livre, il ait du plaisir, il comprenne ce qu'il fait et qu'il n'ait pas envie de le poser, c'est un peu le bon sens. Et moi, j'ai surtout une exigence quand j'écris, de clarté et surtout de simplicité. Et la simplicité, c'est difficile. Difficile d'être simple. Et ça prend beaucoup de temps. Mais on parlait du sport avant, les grands sportifs, quand tu vois ce qu'ils font, ça a l'air facile. Un coup franc de Beckham ou de Ronaldo qui rentre directement en lucarne, paf, goal. Tu te dis, il suffit de shooter, tu vois. Un dunk de Jordan qui vole à travers, qui vole au-dessus du parquet. Enfin, c'est fou. Ça a l'air tellement simple. Un Federer qui joue au tennis, tu te dis, c'est facile le tennis. Pif, paf, pouf. Et je crois que les grands sportifs, ils ont vraiment ce talent de nous donner l'illusion de la simplicité, de la facilité. Pif, paf, pouf, tu vois, j'aime bien cette idée. Et moi, quand je travaille un texte, c'est ça aussi. Alors, c'est pas une obsession en me disant, il faut que ce soit simple. C'est que quand je reprends le texte, quand je retravaille, je dis ça parce que tu me posais la question du début du chapitre, de comment ça commence. Il va y avoir 1000 débuts possibles. Qu'est-ce qui va définir ce début ? C'est à force de le couper, de le ratiboiser, de le reprendre, de le modifier. Finalement, je vais me dire, voilà, là, c'est ce qui me paraît le mieux pour moi, selon moi. Mais c'est souvent un exemple que je donne, c'est couper un arbre pour un cure-dent.
Il ne faut pas couper les arbres. Mais Ou alors il faut les replanter. Il faut les replanter, mais ce que je veux dire, c'est que c'est à peu près ça. Tu as cette masse de bois que tu tailles, tout ça pour un cure-dent, mais c'est ce qu'il faut. Tu disais que tu n'avais pas de plan quand tu écris. Est-ce que tu as quand même la fin en tête ? Ah non, pas du tout. Encore moins. C'est vrai ? Bah, c'est ce que j'aime, c'est que je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment ça se finit. Je ne sais pas qui a fait quoi. Je ne sais même pas qui est qui. Je commence avec rien d'autre que l'envie. On me demande souvent, on me dit « Ah, Joël, j'ai une super idée pour un bouquin. Mais ça fait 2 ans que je travaille sur ce livre. Et j'ai écrit déjà 20 pages, mais je n'arrive pas à écrire plus que 20 pages. » Et je dis souvent « Mais est-ce que vous avez envie ? Est-ce que vous avez vraiment envie de sacrifier un petit bout de votre vie pour écrire ? » C'est ça la vraie question. Et moi, un livre, il commence parce que j'ai envie. Tout d'un coup, ça me vient, ça me titille. Je racontais avant qu'il y a un moment donné où quand j'ai fini un livre, je dis « plus jamais, basta, genre, je ne peux plus écrire. » Et tout d'un coup, il y a cette envie qui revient. Un peu comme quand on a trop mangé, on se dit, après un bon repas, on se dit « plus jamais, là, j'arrête de manger pendant 10 jours, etc. » Puis tu parles, le lendemain matin, tu te réveilles, tu te dis « j'ai brunch. faim, je vais manger brunch. » Et c'est bien ces sentiments-là. Ouais. Tu vois, c'est des bons sentiments, les deux ensemble. De se dire « plus jamais !» Puis après, tu es retitillé. Et l'écriture, elle vient de ça pour moi. Elle vient de cette envie de repartir d'un projet, cette envie de repartir de zéro, cette excitation où tout est possible. Et justement, doucement, Ouais. tu vois. Et tu arrives à la garder aussi longtemps, en fait, ce que je trouve assez... Enfin, pourquoi, personnellement, j'écris de la non-fiction, c'est aussi parce que je trouve ça beaucoup plus facile, en fait. C'est que c'est beaucoup plus facile de réfléchir que d'inventer. Et là où je pense que on a toutes et tous déjà inventé... on se fait tous des films, de toute façon, hein, dans nos têtes. Mais ce que je trouve assez fascinant, c'est de chaque jour te réveiller et de trouver la suite. Tu vois, t'as toujours de la matière ? Toujours. Mais ça, c'est... Ou qu'est-ce que tu fais peut-être quand elle est moins présente, quand tu te réveilles à 3 heures un jour, t'es là, tu commences à écrire ce qui va se passer pour Marcus, et en fait, t'es là, genre... Enfin, je trouve ça assez dingue de se dire qu'en fait, non, tu te réveilles tous les jours et t'écris, puis ça avance, puis ça avance, puis ça avance. J'imagine qu'il y a des moments où tu te dis, mais là, je sais pas trop ce qui peut se passer, où il y a plein d'options. Tu vois, comment tu gères un peu ce travail qui n'est finalement pas de l'analyse, parce que ça peut toujours se résoudre, mais qui est vraiment du choix de l'imaginaire. Et quand je me réveille à 3 heures, c'est pas ce que je mets au défi, c'est mon envie. Parce que quand je réveille à 3 heures du mat, la vraie question, c'est est-ce que j'ai envie de me mettre dedans ? Et tant que c'est oui, c'est que c'est cool, quoi. C'est que c'est quelque chose qui me fait du bien et que c'est important et que je dois faire ça. Après, ça présume pas de la qualité de ma journée de travail. Et ça, c'est aussi avec le temps que tu apprends. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Il y a des jours où tu vas écrire 20 pages qui disparaîtront ensuite ou pas. Il y a des jours où tu vas pas écrire du tout parce que tu n'arrives pas, parce que tu es bloqué. Et tout d'un coup, à la fin de ta journée, tu pars, tu marches, tu fais autre chose. Et il y a le déblocage qui vient. Et tu comprends quelque chose, du livre, où tu arrives et tu n'as pas écrit, mais quelque chose s'est produit et c'est pas moindre par rapport à écrire 40 pages. Ouais. Et donc c'est tous ces moments-là il faut accepter qu'il y a des hauts, qu'il y a des bas. Moi, ce qui est sûr, c'est que je dois écrire, je dois être à ma table, je dois essayer. Il y a des moments où l'histoire commence à se mettre en place et donc ça avance bien et c'est plaisant. Il y a des moments où tu as l'impression que c'est tout mauvais et que ça va pas et que tout est nul et c'est moins plaisant. Mais tu sais, en sport, on dit que le pire des entraînements, c'est celui que tu fais pas. Et c'est exactement ça. Même les jours sans, si tu es à ta table, que tu essayes, ça amène quelque chose, forcément quelque chose qui se passe. Ça amènera quelque chose dans une semaine, dans un mois, dans un an. Mais il faut le faire, il faut essayer. Une autre citation que j'aime bien, c'est « Personne n'est libre, mon garçon. Nous sommes prisonniers des autres et de nous-mêmes. » De quoi est-ce que tu es prisonnier, toi ? De plein de trucs. On est prisonnier de nous-mêmes d'abord par qui on est, par nos envies, par nos regrets, par nos pulsions, par tout ça. Et la question, c'est être capable de les accepter, être capable de vivre avec. Ça revient à ce qu'on dit depuis le début, le fait qu'on n'ait qu'une seule vie et que la vie est courte, ça veut quand même dire qu'on doit aller de l'avant malgré ce qu'on est, malgré ce qu'on a fait, malgré ce qu'on n'a pas fait, et arriver à se libérer de ça. Et c'est pas facile. On est prisonnier aussi du regard de l'autre, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Quand je vais dans un restaurant, dans un endroit, et qu'on m'a reconnu, est-ce que je peux affirmer ici que je vais me comporter de la même façon que si je suis dans un pays où on ne me connaît pas ? La réponse est non. Parce que du moment où on sait qui t'es, où tu sais que t'es regardé,
Ouais. Tu vas faire attention, est-ce que tu vas te lâcher pareil, est-ce que tu vas vraiment être toi-même ou est-ce que tu vas quand même être dans un rôle de représentation. Et c'est un peu des pièges parce que tu le fais malgré toi. Et voilà, je suis prévenu de tout ça. Est-ce que La liste est encore longue. Est-ce que tu as des regrets? J'ai la musique comme regret. Ok. Que je pourrais pallier peut-être, ou je pourrais peut-être un jour faire une carrière encore ou autre. Mais, et je dis carrière parce que c'était vraiment quelque chose que je voulais faire à plein temps, tout le temps, partout. C'était vraiment ma vie, et l'écriture aussi. Mais la vie est faite de choix, donc c'est un demi-regret dans la mesure où je crois que le regret de la musique, c'est le regret qu'on n'ait qu'une seule vie. Ouais. C'est le regret qu'il fallait faire des choix Ouais. et prendre des chemins, prendre des décisions pour soi. Et ça, c'est le regret. S'il n'y en avait qu'un, ce serait de se dire, on n'a qu'une vie, on n'est pas invincible, on n'est pas mortel. Choisir, c'est renoncer. Il faut choisir. Mais choisir, c'est aussi s'affirmer, comme l'a très bien dit une invitée du podcast ici. Une citation qui, cette fois-ci, est de toi. Bernard, tu parles de ton ancien éditeur, était de ces grands hommes d'un autre siècle, fait d'un bois qui n'existe plus. De quel bois il était fait? Bernard, c'était mon éditeur. Bernard de Fallois est celui qui a fait paraître tous mes romans jusqu'en 2020. Il est décédé en 2018. Il était un peu plus vieux que moi parce qu'il était né en 1926. Donc il avait 60 ans. On avait 60 ans de différence. Petite différence d'âge, mais qu'est-ce que l'âge après tout ? Et ça a commencé très mal parce qu'on ne s'entendait pas du tout. Et au moment où mon premier roman est paru, Les derniers jours de nos pères, qu'il a fait paraître, mais il l'a fait paraître dans un moment où, et lui et moi, on était un peu dans des moments de notre vie où on n'était pas au top niveau. Notre morale n'était pas au meilleur qui puisse être. Et du coup, notre relation ensemble n'était pas top. C'était même difficile. Et puis, on s'est rencontrés pour de vrai. On s'est acceptés, on a communiqué. On a fait toutes ces choses dont on a parlé avant ensemble. Et c'est devenu un ami, un maître. C'était un homme incroyable. Et il a fait paraître Harry Kébert. C'est lui qui m'a convaincu de faire paraître ce livre. Parce que Harry Kébert, je misais pas du tout sur le succès de ce livre. Je me disais, mais personne ne va lire ce gros bouquin. C'est un roman de 600 pages qui se passe aux États-Unis. C'est un peu polar. C'était pas du tout dans le trend. Hein. Et Bernard me dit, si, il faut le faire. Et mon premier roman, Harry Kébert, c'est mon deuxième roman. Mm-hmm. Bernard a fait apparaître mon premier roman, Les derniers jours de nos pères, qu'on avait vendu à 300 exemplaires, dont ma grand-mère avait dû en acheter 290, que tu as lu. Ouais. Merci. Et nous, vous savez, Bernard, vous parlez de succès, mais on a fait paraître un livre qui n'a pas marché. Pourquoi ce gros livre marchera ça? Il a insisté. Il a été vraiment l'artisan du succès de Harry Kébert et des autres. Il a été un compagnon, un maître, un mec incroyable et un homme incroyable. Et donc ce bois, il était fait d'un bois. Peut-être que c'est l'ancienne génération qui avait traversé peut-être plus de difficultés, qui avait traversé une Europe qui avait été 2 fois à feu et à sang, qui était capable de prendre un peu de recul, qui était un homme d'ouverture, de curiosité, qui posait beaucoup de questions. Et je crois que l'ouverture et la curiosité, c'est ce qui nous manque souvent. Être capable d'accueillir et accepter l'autre comme il est, et de l'apprécier comme il est, et surtout de l'apprécier pour ses différences. On n'a pas du tout envie d'être avec des gens qui sont comme nous. C'est pas très intéressant. On n'a pas envie d'une société monolithique, c'est-à-dire faite d'un seul bloc, dans lequel les gens sont pareils, pensent pareil, font pareil. On n'a pas envie, mais c'est ce qu'on fait au final. Hein. On suit des gens qui pensent comme nous. Nos amis, généralement, sont pas hyper différents de nous, malgré ce qu'on peut dire. Enfin, tu vois, je trouve que là aussi, il y a souvent une différence entre ce qu'on dit vouloir et ce qu'on fait concrètement. Ouverture et curiosité, mais souvent parce qu'on n'accueille pas forcément vers nous ceux dont on sait ou dont on imagine qui pensent différemment. On est plein de préjugés. Et c'est pas très grave, hein. Je suis pas en train de lancer un jugement moral. On est comme on est, on l'a dit avant. Donc, on a le droit d'avoir les ressentiments et les préjugés et les opinions qu'on a. La question, c'est à quel moment est-ce qu'on est capable de faire cette bascule, de se dire, tu sais quoi, et si je voyais les choses un peu différemment? Et si je prenais les autres pour ce qu'ils sont? Et si j'étais capable de sortir de mon dogme ou de ce que je veux ou de ce que j'attends de l'autre pour accepter l'autre comme il est et de voir ce qui se passe? Et des fois, il se passe des choses très bien. Si on met de côté ces 5 années de difficultés, on va dire, d'écriture, est-ce que tu as déjà douté de ta carrière d'écrivain? Ah, mais tout le temps, je doute tout le temps. Il faut douter, c'est tellement important. Si tu doutes pas, t'es foutu. Tu te rends compte? Si je n'avais pas le doute au quotidien dans ce que je fais, de me dire, attends, mais est-ce que je suis sûr? Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que
le texte est bien, est-ce que c'est ce que je fais de mieux, est-ce que si, est-ce que ça. Si t'as pas ce doute, t'avances pas. Ouais, mais tu vois, pour reprendre l'exemple des sportifs, je pense que Tony ou Federer, ils se posaient pas la question de si ça faisait sens d'être basketteur ou d'être tennisman. Genre, c'était une évidence. Non, je parle pas du sens. Pour moi, être écrivain, c'est une évidence. Je parle pas du sens. Je parle vraiment du doute dans la création. La création. Et je production peux de pas ce que parler tu- pour eux, mais j'ai envie de dire, j'ai envie de croire que le sportif, il est dans le doute tout le temps, avant une performance, avant un match. Tu vois, est-ce que Tony, on lui demandera, hein, mais avant un match clé, est-ce que il se dit c'est plié? Je pense pas. Il a ce trac, il a ce truc, il a cette tension de se dire est-ce que je vais le faire? Tony, Est-ce que je vais y arriver? il disait j'ai pas d'autre choix que d'y arriver. Bien sûr que je vais gagner. Tu vois? Il se disait ça. Bon. C'était au contraire une forme Ouais. d'assurance. Et c'est là où, personnellement, j'aime beaucoup la question de qu'est-ce qui est inné ou qu'est-ce qui est acquis. Et je me dis qu'il y a quand même une part d'inné qui est assez folle, quoi. Je crois que l'épisode, on l'a titré No Plan B. Enfin, en tout cas, on l'a vachement bien avant parce que c'est lui, c'est ça, quoi. J'adore. En fait, il n'y a pas de plan B. Et c'est assez fascinant, quoi, je trouve. Alors que je trouve, en effet, d'un autre côté, qu'il y a du bon. Et en fait, c'est sain de se remettre en question, tu vois. C'est pas tellement le doute, pour moi, qui est sain, parce que je trouve que ça peut quand même être très pesant, surtout si c'est incessant, mais c'est plus la remise en question. Après une critique d'un proche, ou après, voilà, si jamais ça s'est pas passé comme on a prévu, c'est avoir la capacité d'être en capacité de se remettre en question. Oui, mais le doute va avec ça. Je voyais vraiment le doute comme quelque chose de bien, qui est cette remise en question, de ce questionnement de ce qu'on est en train de faire. Après, je me posais la question, quand on parlait comme ça, de est-ce que dans la performance du sportif, qui est maintenant tout de suite, c'est-à-dire que le sportif il est dans un match, et il a la durée du match pour gagner le match, c'est-à-dire que la performance, c'est maintenant, par rapport à un travail qui est le mien, où j'écris sans vraiment de cadre, c'est-à-dire que j'ai un livre qui me mène où j'ai envie qu'il me mène, que je peux arrêter si je veux. Je ne suis pas dans une performance maintenant. C'est ça qui est particulier quand tu écris, c'est que en fait, tu partages ton texte après coup. Moi, là, quand j'ai mon nouveau roman qui sort maintenant, ben, je suis déjà sur autre chose. Parce que le roman, je l'ai fini, je l'ai corrigé, ça fait plusieurs mois, il a été imprimé. Ouais. Donc, moi, je suis ailleurs, je suis déjà dans autre chose. Et donc, ce rapport à l'autre, il est décalé. À contrario d'un sportif ou un musicien même, qui fait ce concert, et le concert, c'est maintenant. Sa performance, sa prestation, elle est sur le moment, elle est en direct avec ceux qui sont là. Quelle est la critique que tu as reçue qui t'a le plus poussé à la remise en question? C'est trop long. Non, on m'a dit parfois que on m'a dit, mais voilà, est-ce que parfois il y a des longueurs? Et c'est vrai, et ces longueurs, elles m'ont plu, parce que tu vois, ce nouveau roman, Un animal sauvage, il est un peu plus court en termes de pages que le précédent, mais je pense pas qu'il y ait moins. Il n'est pas moins dense. Non, mais surtout que, attends, on l'a en direct, il fait quand même. Ouais, t'as quand même 400 pages, quoi. Oui, donc, mais Harry Kéber, 670 pages. C'est vrai. Et pourtant, il n'y a pas moins. Mais j'ai vraiment essayé de travailler sur la densité. Moi, mon rapport au texte, c'est les textes que j'ai aimés, c'est des textes courts. C'est des livres où tout est dit. Je sais pas, quand je pense, j'en parle de temps en temps, mais quand je pense à Des souris et des hommes, c'est quoi? C'est 200 pages. Tout est dit. Tu vois, il manque rien. C'est tellement fort. C'est vrai. C'est quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois? Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour la première fois? Écoute, je suis bien embêté parce que je n'arrive pas... J'ai rien qui me vient à l'esprit. Ce qui en dit long sur mon caractère très routinier. Mais ça m'alerte un peu et je me dis, attends, mec, il faut que tu... Non, mais c'est chouette, c'est le but aussi de ce podcast. Hein. Tu vois, mais tu vois, tu as laissé une mission aux auditeurs et aux auditrices de ce podcast qui est de se procurer un dictionnaire. Et moi, je te donne une mission, c'est que la prochaine fois qu'on se verra, il faudra que tu aies fait une nouvelle activité pour la première fois. ça me plaît. Voilà. Défi accepté. On va arriver aux petites dernières questions de la fin, parce que malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Est-ce que tu pourrais me conseiller, tu viens de le faire avec Des souris et des hommes, mais est-ce qu'il y aurait un livre qui t'a particulièrement marqué, touché, que tu aimerais recommander aux personnes qui nous écoutent? Moi, j'ai adoré Romain Gary, toute son œuvre. C'est un auteur très particulier, en tout cas pour moi, parce que à la fois ses romans sont très forts, et j'ai adoré ce qu'il a fait comme écrivain, et lui-même, sa vie, il a une vie complètement folle. Il a fait tous les métiers, il a été pilote pendant la guerre, il a été ambassadeur, il a été écrivain. Il a eu, chose impossible, le prix Goncourt 2 fois. Il a eu une fois en tant que Romain Gary, Et une fois. et une deuxième fois en tant que Émile Ajar.
Le Goncourt, c'est un prix qu'on ne peut avoir qu'une fois par vie. Donc, il a berné tout le monde. Il a représenté un livre sous un autre nom. Voilà, il a une vie incroyable. Et il a écrit un roman qui est un roman qui ressemble un peu à sa biographie, mais romancé, qui s'appelle La promesse de l'aube, et qui est un livre que j'ai toujours beaucoup aimé, qui m'a beaucoup touché. Plein de tendresse, plein de rêves, plein d'espoir de vie, lui qui a mis un terme à sa vie. Et c'est un livre que j'offre beaucoup et que je vous conseille. Ok. Si tu pouvais entendre quelqu'un à ce micro, qui est-ce que tu aimerais entendre ? Thomas Pesquet, parce que j'aimerais l'entendre justement nous raconter un peu sa vie, sa solitude aussi, j'imagine. Je ne le connais pas, mais j'imagine. Enfin, quand je vois tout ce qu'il fait, j'imagine aussi tous les sacrifices qui vont avec. Ce que ça veut dire que d'être astronaute, c'est un choix de vie. C'est pas un simple métier, c'est beaucoup plus que ça. Et voilà, je serais curieux de l'entendre. J'ai une admiration pour lui et beaucoup de respect. Est-ce que tu aurais un conseil à partager aux personnes qui nous écoutent et qui sont peut-être en train d'écrire un ouvrage et qui doutent peut-être d'eux-mêmes, mais pas dans le bon sens, dans le sens où ils n'osent pas partager au monde ce qu'ils ont écrit ? Si tu pouvais leur dire un mot, tu leur dirais quoi ? Douter, c'est bien, mais il faut se lancer, il faut croire en vous, il faut travailler, il faut recommencer. Il faut oser faire lire, mais pas trop. Ce que je veux dire, c'est que le meilleur juge de ce que vous faites, c'est vous-même. Et une erreur qu'on peut parfois faire, c'est de vouloir faire lire à trop de gens pour avoir un avis. Ouais. Et le problème, c'est que plus on fait lire, plus on a des avis qui se contredisent. Et c'est normal parce que c'est ce que j'aime avec un livre, c'est que chacun a trouvé dedans quelque chose qui lui a parlé ou moins. Et donc vous devez trouver, si vous avez envie d'avoir un vrai conseil, vous devez trouver la personne qui vous connaît bien, qui sera dure mais juste, qui ne sera pas là pour vous caresser dans le sens du poil, mais qui ne sera pas non plus là pour vous descendre complètement, qui va réussir à trouver les mots et qui va vous faire des retours constructifs sur votre texte. Mais je connais trop de personnes qui ont fait l'erreur de donner leur livre à lire à 10 personnes. Ouais. Et ils sont complètement noyés parce qu'un tel a dit A, l'autre a dit B, l'autre a dit C. Enfin, tout est contradictoire. Ne serait-ce que pour les titres. Je ne sais pas comment toi tu choisis tes titres, mais là, moi, je dois vraiment cette semaine envoyer le titre de mon prochain livre qui sort en mai. Et en fait, vu que je suis très indécise, vraiment, tout le monde dans ce bureau a déjà voté 4 fois, dans tous les autres bureaux aussi. Et en fait, c'est à la fin, faut un peu ce que tu disais avec l'instinct, c'est réussir à identifier, ok, je prends en compte tous les retours, mais lequel, moi, me touche le plus ou me correspond le mieux, quoi. Il faut se faire confiance, être conscient qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça, c'est important aussi. Ouais. Et puis, aller de l'avant aussi. C'est important parce que le livre, on pourrait passer une vie entière à le réécrire, à le reprendre, à le réécrire, etc., etc. À un moment donné, il faut oser. Il faut se lancer. Il faut se dire que c'est une étape de vie avant une prochaine. Mais c'est comme ça qu'on avance, c'est en se confrontant aussi. On a toute la vie pour progresser. Et je vais te poser la question signature du podcast. Ça signifie quoi pour toi, prendre le pouvoir de sa vie ? Accepter qui on est, s'aimer, se respecter. C'est une bonne première étape. Pas être trop obnubilé par les autres et commencer par se respecter et s'aimer pour ce qu'on est. Si je me méprends pas, le titre de l'épisode avec Léa Salamé, c'est « Accepter qui on est ». Elle a répondu exactement ça. Ça vous fait un point commun. Tu vois, Écoute, merci beaucoup Joël. Merci. Franchement, j'ai beaucoup aimé cet épisode. Je te promets, aussi. Vraiment, c'était super. Non, et pourtant, j'en fais toutes les semaines, mais vraiment, je te trouve hyper clairvoyant, réfléchi. C'était un bonheur d'échanger avec toi. Merci, c'était partagé. Et merci d'avoir tenu bon depuis septembre 2022. L'abnégation. De m'avoir poursuivi. Ma cousine Ilana, qui t'aime beaucoup et qui t'écoute, m'a aussi dit vas-y, il faut le faire. Donc voilà, on l'embrasse, oui, parce qu'il faut savoir que j'ai vraiment fait au moins 5 stories. Joël, ne m'oublie pas. Donc je suis très heureux d'être là. C'est très gentil. Et pour les personnes qui maintenant ont déjà lu tous tes livres et meurent d'envie de lire le prochain, on les redirige dans toutes les bonnes librairies. Oui. Ça sort le 27 février, si je ne me méprends pas. Et ça s'appelle Un animal sauvage aux éditions Rosie Wolf. Bonne lecture. Voilà, et bonne lecture.